Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui un petit one-shot. Nous sommes avec Vivien Féasson. Vivien, ça va? Très bien. Et c'est toi qui es venu nous présenter à Maxime, Oui. à Emmanuel, Salut. et à Shadow, Oui. et à moi-même un jeu qui s'appelle Burning Wheel. À toi-même, tu vas pas jouer avec nous, toi? Oui, si, je vais Si. peut-être jouer. Ah, Oui, mais je cool. me présente jamais. Merde, je me casse. Et moi, Romaric, je me présente jamais. Je sais pas si t'as vu, même dans le texte et tout, je dis jamais que je suis là. Je dis on va le faire, mais je suis pas là. Moi. C'est parce que tu n'es pas vraiment là. Voilà, c'est ça. Qui es-tu? C'est évanescent. Donc Vivien, Burning Wheel, Oui. Alors, Burning Wheel. c'est un jeu de bagnole, j'imagine. Non. Pas du tout. Micro Machine RPG. Ok, bah, Pas c'est- du tout. Alors, effectivement, la symbolique de Burning Wheel, c'est une bonne remarque. J'aurais du mal à l'analyser, donc je vais commencer par un truc plus factuel. D'accord. On verra après pour les questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. Alors, Burning Wheel, c'est un jeu de Luke Crane, qui est un, comment dire, on pourrait dire un indépendant qui a pas mal, qui a été très lié à la forge, mais qui s'en distingue par plusieurs points. Alors déjà, Luke Crane, c'est quoi? C'est donc un auteur, essentiellement, donc Burning Wheel, c'est sa création la plus importante, celle sur laquelle il a basé ensuite la plupart de ses créations. Il a notamment donc fait la première édition de ce jeu date de 2002. Puis il y a eu une édition révisée en 2005, et là celle que je vais faire tester aujourd'hui, qui est la plus aboutie, on va dire, et un petit peu la plus simplifiée, c'est la version Gold, qui elle date de 2011. Voilà. C'est bien. Donc il a déjà fait plusieurs éditions de son propre jeu. Il en a fait plusieurs éditions de son propre jeu, et il a décliné en fait son système de base dans d'autres jeux, à savoir Burning Empire, qui est l'adaptation d'une bande dessinée américaine pas super connue, il faut bien le reconnaître, qui s'appelle Iron Empire. Donc c'était une espèce de jeu à licence où il a réussi à faire, en quelque sorte, à adapter son propre système et ses propres convictions à un autre univers en le modifiant légèrement. Donc ça, c'est 2006. Et il a fait aussi, pareil sur les mêmes bases, Légende de la Garde, Mouse Guard. Ah, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Donc, C'est là que qui j'avais est, entendu parler. Luke voilà. Crane, ça me disait quelque chose, mais je savais pas d'où ça venait. C'est ça, c'est son jeu, enfin sa version du système la plus connue. Globalement, tous ses jeux, et enfin en 2014, il a fait Torchbearer, où là on incarnait des aventuriers qui descendent dans des donjons, et il avait fait un Kickstarter pour ce jeu-là. Ah ouais, d'accord. Et ok. tous ces jeux sont des déclinaisons du système originel qui est celui de Burning Wheel, en gros. Mec, il a travaillé un jeu dans sa vie, quoi. Grosso modo, c'est ça. Je crois qu'il en a fait un autre, mais je me souviens plus du nom, et le peu C'est de gens pareil. qui l'ont testé, ça a apparemment pas très bien marché. Donc D'accord. une histoire de truc sur la consommation qui a rien à voir pour le coup, et qui s'est un peu planté. Ah, c'est Voilà. rigolo déjà dans la démarche, je trouve. Et c'est donc un auteur indépendant qui a pour particularité déjà de se distinguer de la plupart des auteurs indépendants, même si maintenant c'est moins le cas peut-être avec Apocalypse World, c'est que la plupart des jeux indépendants, c'est des petits jeux souvent. En américain, je parle, hein, parce que bon, en France, on a au moins Sens qui s'oppose à cette idée, mais souvent, les jeux indépendants d'une certaine époque, c'est des petits jeux qui se jouent en une séance ou en plusieurs petites séances assez courtes, qui se jouent très mal souvent en campagne. Lui, c'est l'inverse. C'est un jeu extrêmement dense. Je sais pas, Maxime, il fait combien de pages le bouquin que tu as dans les mains? Alors c'est un bouquin relié avec une couverture En gros, 600 pages, ouais, on dirait un couverture gros dictionnaire. reliée. On dirait ça fait penser un peu à un dictionnaire des synonymes, les petits dictionnaires des synonymes qu'on peut trouver. 600 pages, on a 5. Il est chouette le bouquin. Enfin, ça Moi, fait, j'adore ce bouquin. Et Burning Empire est encore plus gros. Et... Donc on va Ça faire ressemble pas du tout à un jeu de one-shot rôle. Pardon. Pardon, excuse-moi, Maxime. Donc on va faire un one-shot d'un jeu en campagne. Ouais. Non, mais non, on peut faire des one-shots aussi. Mais ce jeu est effectivement plus prévu pour jouer en campagne, il faut bien le reconnaître, avec un système assez dense. On est à Saint-Malo, ça tombe bien. Voilà, la prochaine fois, je ramenais un jeu pour jouer à la mer et un autre à la montagne, ce sera pas mal. Donc mais non, mais on a déjà testé pas mal de jeux de campagne en one shot. Bon, Oui, voilà, oui. le contrat est clair pour les auditeurs que bon, c'est un jeu qu'on va tester en one shot, même si c'est un jeu à campagne. C'est ça. Nous, Et on le qui, jugera comme tel. Et qui demande quelque part de s'approprier les mécanismes. Il demande même théoriquement à chaque joueur d'avoir lu le livre, enfin, ou en tout cas au fur et à mesure de la campagne, de au moins maîtriser les mécaniques qui correspondent à leur personnage, enfin, ce genre de Comme choses. beaucoup de jeux, quoi, en fait. Comme beaucoup de jeux, ouais. Il faut bien le reconnaître. Mais bon, on est très loin là pour le coup du jeu indépendant forgien tel qu'on a tendance parfois à le concevoir et tel qu'ils sont critiqués aussi par ceux qui les aiment pas, à savoir des petits jeux
qui Ah ont oui, un ça, propos clair et du coup Voilà. qui permettent pas une rejouabilité de folle ou une addiction comme le permettent les jeux tradis avec des jeux en Exactement. campagne sur des années. C'est un peu le sens américain, quoi. Ouais, peut-être. Alors, je déconne. il s'en oppose sur beaucoup de points aussi, hein, mais je pense. Mais on verra après. Alors, univers, système. Alors, univers. L'univers, globalement, pourrait paraître assez généraliste, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pages consacrées à l'univers. C'est des L'auteur... règles, le bouquin, là. Ouais, c'est que des règles. c'est des règles. Oh, Essentiellement. Essentiellement. Alors, à la base, on peut se dire que c'est un monde médiéval fantastique, type européen, classique, assez traditionnel, plutôt porté vers le réalisme. On va dire que Game of Thrones, par exemple, enfin, le Trône de Fer serait assez une bonne image, je pense, du type d'ambiance auquel on peut s'attendre. Et l'auteur revendique aussi le Seigneur des Anneaux, mais dans ce qu'il a de plus, on va dire, terre à terre, quoi, finalement, réaliste dans certains points, ou Terre-Mer de Ursula Le Guin. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Non, pas du tout. C'est une très très bonne Mon compte culture. fiction de fantasy d'une auteure féministe très très reconnue dans le milieu, quoi. Vraiment. Non, je connaissais pas. Et inspiré aussi de 2-3 ouvrages de vulgarisation historique. L'auteur se revendique pas du tout de statistiques. Mais voilà, il se revendique d'une certaine couleur Référence à notre historique. podcast du mois dernier. C'est ça. Voilà, en gros, ça, c'est l'idée, c'est l'univers. L'univers est très peu décrit par du texte d'ambiance ou des trucs comme ça. Par contre, il est entièrement contenu, enfin, tout ce qui fait la particularité est contenu dans les règles. D'accord. C'est-à-dire que si un personnage sera défini, par exemple, par des compétences, les compétences, ce sera pas juste athlétisme, épée, etc. Il y aura des termes extrêmement précis, ce qui peut poser problème parce que le jeu n'est pas traduit. Donc c'est des mots anglais quasiment historiques, archaïques, extrêmement difficiles d'approche parfois. Toi, tu travailles avec un dictionnaire sur ce jeu. T'as Ouais. besoin, ouais. Plusieurs fois. Ah, c'est cool. Enfin, faut savoir que Vivien est traducteur de l'anglais et tout ça, donc. Et il est locuteur compétent de l'anglais, on va dire. ouais. Donc, Et si ça te pose des problèmes à toi, on peut supposer que. Mais Moi, en je fait, pourrais pas le lire. la langue elle-même du jeu est simple, mais les termes parfois employés sont costauds, quoi. Ça doit être cool pour toi, du coup. Tu dois apprendre plein de vocabulaire. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien également. Vas-y. Après, c'est vrai qu'il a pas l'air trop désagréable. Je regarde par exemple la skill list, ça peut faire peur. Ça va de la page 252 à la page 308. Mais Oui. c'est par ordre alphabétique, Emmanuel. c'est écrit de façon assez aérée, avec un vrai classement. Donc bon, j'imagine qu'il est pas si pénible que ça à prendre en Ouais, main. et puis il faut y voir, comme je disais, le côté aussi. La présentation de l'univers passe par les compétences, passe par les traits. C'est-à-dire que chaque trait, en gros, la création de personnages, elle, est guidée. On la fera pas parce que ce serait trop long, parce que ça demande une séance entière. Ça passe un peu, ça rappelle un peu Warhammer, le jeu de rôle, avec des carrières à suivre qui. Moi, je peux dire que je te crée un perso en 20 minutes en lançant des dés. Hein. Non, tu jettes pas de dés. Tu Oh. jettes pas de dés, tu choisis un milieu d'origine, tu choisis un métier en fonction de ce milieu d'origine. Par rapport à ce métier, tu choisis ensuite une évolution. Chaque évolution te donne un certain nombre de traits. Ah, tu finis c'est en avec- ça que tu veux dire que ça fait penser à Warhammer. Voilà, c'est effectivement. qu'en fait, il y a une espèce de... tu crées la vie de ton personnage jusqu'à aujourd'hui, en fait. Système de job. enfin. Voilà, et à la fin, tu te retrouves avec une liste de compétences de traits, et tu regardes la définition et tu te rends compte, tu découvres l'univers par ce biais-là, quoi. Ah, putain, c'est bon ça. C'est marrant. Donc il y a vraiment, voilà, si on joue un elfe par exemple, il faudra regarder les traits de l'elfe et on découvrira quelle est la société elfique en fait, telle qu'elle n'est pas décrite dans le livre. On la D'accord. devine en fait quasiment en creux par rapport aux traits saillants d'une personne ayant vécu de l'intérieur, quoi. Ça, c'est intéressant, vraiment. J'aime bien. Et donc, au niveau du système. Non, t'aimes pas, Maxime, ça a priori, ça t'emballe pas. Non, juste je dors. D'accord. Très bien. c'est vachement emballant. Donc, du point de vue non, du c'est pas à système, cause du jeu, hein. c'est un meneur de jeu. C'est un meneur de jeu, des joueurs. C'est un meneur de jeu, des joueurs là-dessus extrêmement classique à ce niveau-là. D'accord. Et au niveau du système de résolution, est-ce que tu peux en parler rapidement ou est-ce qu'il y a quelque chose à Alors savoir il y a des choses à dire. Alors, après, est-ce qu'on en parle maintenant, est-ce qu'on en parle après Comme On tu peut veux. en parler maintenant, en espérant que ça se manifeste pendant la partie. Ça dépend aussi de moi, comme la plupart des jeux AMJ aussi, souvent. Pour moi, ce jeu a une base très simple. En gros, on prend une compétence, on jette autant de D6, tous les dés qui font 4 ou plus sont un succès. Il y a une difficulté, il faut atteindre la difficulté ou la battre. Voilà, ça c'est la base.
Jusque-là, moi j'aime beaucoup ce type de système. J'aime beaucoup jeter des D6. Voilà. Ça reste assez classique. Mais il y a tout un tas de petites règles qui, à l'époque où je les ai lues, ont été pour moi une révolution. Véritablement, c'est pour ça d'ailleurs que je tiens à présenter ce jeu, qui ne rentre pas encore dans la complexité du système lui-même, parce qu'après il y a des tas de sous-systèmes de combat, etc. justement pour voilà. Mais avant ça, il y a 2-3 règles très simples qui sont ce qu'ils appellent le let it ride, c'est-à-dire faut laisser couler. C'est-à-dire quand vous avez fait un jet de dés, que vous l'ayez raté ou réussi, il est fait. Vous n'allez pas en faire d'autres sur ce même thème, à moins qu'il y ait un changement radical de situation ou que vous changiez, voilà, que vous fassiez des efforts pour changer les conditions, vous le refaites pas. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai en tête, c'est le nombre de fois où j'ai dû faire un jet de discrétion dans un jeu de rôle, où je l'ai raté, où on m'a dit refais-en un 3 mètres plus loin, parce que sinon le scénario foire, puis refais-en encore un, ou à l'inverse, il est réussi, mais le MJ il a à tout prix envie de faire un petit rebondissement, donc il va me demander de le refaire, et de le refaire, et de le refaire jusqu'à ce que, ou de le faire à toute la table, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui rate. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ça, c'était une première mini-révolution. La deuxième mini-révolution, c'était l'idée de déterminer avec les joueurs, dans une négociation, ou au moins d'annoncer, avant le jet de dés, quelles étaient les conséquences possibles, positives et négatives. D'accord. Et de faire en sorte que s'il y avait une des deux conséquences qui était sans intérêt, de dire on passe, on fait pas le jet de dés, ça sert à rien. Je rappelle que c'est un jeu qui a 13 ans. Hein. Oui. Parce que ça, aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose de révolutionnaire, mais c'est un jeu qui a 13 ans. Quoi. C'est important de le repréciser. C'est ça. Autre point qui me paraissait essentiel, justement, pour le démarquer, on va dire, de bien des jeux de l'époque, c'est le concept de ce qu'on appelle les bits, c'est-à-dire beliefs, instincts et traits. Les beliefs, c'est le plus important, c'est ce qu'on appelle les convictions, c'est-à-dire ce en quoi le personnage croit, ce pourquoi il va se battre, et surtout ce que le joueur veut voir à la table pendant la partie, voire pendant la campagne. C'est-à-dire que c'est pas des traits qui sont définis secrètement, genre mon personnage en fait il a envie de devenir le roi mais je le dis pas aux autres joueurs parce que sinon ils vont m'en empêcher, puis etc. Non, on joue carte sur table, même si le personnage n'a jamais dit aux autres personnages ce qu'il voulait, au moins les joueurs sont au courant et ils vont pouvoir travailler dans ce sens-là et pas uniquement castrer, on va dire, les ambitions du joueur, et au contraire essayer justement de créer une fiction dans ce sens-là. C'est une forme de clarification du contrat social en fait. C'est exactement ça. Comme ça on est clair sur qui a envie de jouer quoi. Et dès le début de la partie, on peut se mettre d'accord, genre toi c'est pas compatible avec ce qu'on veut faire, donc faudrait peut-être le changer, quoi. Exactement. Et ça, pour moi, ça tuait à l'époque. C'est pareil. Encore un autre problème des groupes typiques, c'est qu'on se retrouvait toujours avec des groupes complètement hétéroclites qui avaient aucun intérêt commun, avec un employeur sur le dessus pour les obliger, les contraindre. Et voilà. Là, c'est vraiment, théoriquement, pendant la création de personnages, justement, le meneur de jeu est pas censé avoir, enfin, il a un pitch qu'il va donner aux joueurs, histoire quand même de les guider dans leur création de beliefs. Mais après, c'est eux qui vont dire, voilà, ce que j'aimerais vraiment vivre dans ce truc-là. Si jamais le meneur de jeu a décrit, par exemple, une baronnie ou j'en sais rien, avec une espèce de tyran, aux joueurs de voir si... Merde, j'ai pas fait exprès. Ah bon? Tout de ma gueule, là? Non, je te pète la gueule, il est tôt. Tyrannique? Moi? Pas du tout. On a droit à un petit déj. Donc ta gueule. Dis-nous. S'il te plaît, me renvoie pas dans la cave. Réveillé à 5h du mat avec les fouets, podcasté. Non, renvoie pas avec Jérôme dans la cave, s'il te plaît. Enfin voilà, en gros l'idée c'est, est-ce qu'ils s'allieront avec la personne, est-ce que c'est plutôt une bande de mercenaires qui vont avoir des problèmes de morale, etc. Ou est-ce qu'au contraire ils vont lutter contre lui, sachant qu'on a 3 convictions par personnage, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des objectifs, il y a aussi des... Mon cul m'habite et mes couilles. C'est bien comme conviction. Il va falloir développer, mais il faut qu'il y ait des conflits. Maxime a envie de jouer à bourrin, je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, chaque fois qu'il parle d'un truc bourrin, Vivien, Maxime il hoche la tête comme ça. Il veut lancer des dés, quoi. Il a entendu Warhammer. Il a compris Battle, c'est... Il a entendu Burning, il a entendu Will, il a entendu Warhammer, il est assez bon. C'est ça. Voilà en gros les 3 points qui me paraissent essentiels et qui demandent pas énormément de compréhension. Après, il y a d'autres sous-systèmes qui eux sont généralement moins appréciés d'une partie des joueurs, à savoir il y a de la stratégie, il y a les affrontements, les combats demandent une connaissance du système, ce genre de choses, quoi.
Alors, Mais je serai là pour vous aider, vous inquiétez pas. Ne regardez pas avec cette air. Précisez aussi que wheel, ça s'écrit W-H-E-E-L. C'est la roue. La roue incandescente. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être un jeu de bagnole. Parce que on aurait pu penser que c'était la volonté aussi, volonté brûlante, Burning Wheel, non? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Je sais pas si le jeu de mots est voulu, mais. Moi, je pense que non, Burning Wheel, c'est un terme connu en anglais. Donc, ah bon? D'accord. Je sais plus pourquoi, mais je sais que c'est connu. Moi non plus, je sais plus pourquoi, mais effectivement, c'est très connu. Je sais plus pourquoi. On va regarder, on va aller regarder ça. Avant de commencer la partie. Voilà, tout le principe du jeu, c'est basé sur ça, c'est-à-dire le slogan du jeu, on pourrait dire, c'est combattez pour ce en quoi vous croyez. Et théoriquement, toutes les mécaniques de jeu, aussi complexes soient-elles, sont censées encourager, pousser justement dans cette direction et pousser ensuite à se battre pour des trucs encore plus grands, etc. Ce genre de choses. Et bien c'est parti, on joue. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fin de la partie de Burning Wheel. Nous sommes donc avec Shadow, Emmanuel, Maxime et Viviane. Nous allons débriefer tout de suite. Alors, d'abord, rapidement, peut-être présenter les personnages que nous avions. Max, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. J'avais Gunther, Itachi Tralala. Donc Gunther était évidemment un chevalier, tout ce qu'il y a de plus finalement pas si classique en fait. Il avait un cheval, beaucoup d'armes, une armure. Et c'était un homme de 25 ans. Alors en fonction des endroits, il y a marqué born, enfin il était noble en théorie, mais il était né d'une pauvre façon en fait au global. Enfin, excusez-moi, je l'ai en anglais sous le nez. Donc j'essaie de faire une traduction approximative. Oui, c'est un noble pauvre. C'est un noble pauvre. En gros, pour moi, j'imagine que c'est le chevalier qui est né fils de chevalier, mais en gros dans un endroit avec très peu de terre, très peu de richesse. Et du coup, il a fini par aller voir le duc, le baron, et faire s'il vous plaît, donnez-moi du boulot, et faire un peu les bases besognes de tout le monde pour se faire un nom et espérer. Du coup, la seule chose que j'ai changé chez lui, c'est que, alors en termes de traits, il avait automatiquement, mais ça on y reviendra plus tard, mais enfin non, il avait automatiquement j'ai juré à mon duc et à mon baron d'être loyal et honorable. Ah oui, là tu parles pas des traits, tu parles des beliefs, des convictions, c'est ça? D'accord, c'est convictions, très bien. I shall uphold the word and law in this land, c'est-à-dire j'appliquerai leurs paroles et leurs lois sur le truc. Et après j'en ai choisi deux moi-même qui étaient je sortirai de ma condition en gagnant des terres et des richesses. Et le deuxième truc de croyance qui devait être plutôt orienté social était je combattrais mes pulsions homosexuelles. Parce que je considérais que voilà, Gunther, il avait des petites pulsions et à l'époque c'était mal vu parce qu'on est dans un monde médiéval, on l'a déjà dit. Et à part ça, voilà, il était très bercé il était très autoritaire, très égocentrique, certains diraient pervers narcissique légèrement. C'est en fait. Ouais, c'est vraiment le chevalier un peu la noblesse un petit peu décadente au sens où elle s'impose par ses titres parce qu'il n'a pas d'argument en fait. Parce qu'il n'a pas d'argument et paradoxalement tu es très pauvre donc ça fait de toi un roquet en fait un petit peu ce qu'on appellerait un roquet quoi, c'est-à-dire un jeune freluquet qui se hausse du col alors que finalement il n'a de noblesse que les titres. Et ça c'est intéressant. Qui se la joue d'autant plus qu'il n'a pas de richesse. Mais il est très très bien ce personnage parce qu'en même temps sa hache est sûre et et son armure solide. Finalement, à la fin, malgré le fait que socialement il paraisse pour un connard, bah, mine de rien en termes de combat, son armure et sa hache sont sûres. Oui, puis t'es très loyal. Enfin, je l'ai joué comme ça. C'est un personnage assez adorable. Emmanuel. Oui, moi je jouais Daniel, donc qui est le chasseur du village, donc très attaché à son village, très attaché à sa maman aussi. Donc voilà, je l'ai joué vraiment du côté très humain, des villageois, très humain, un petit peu timide par rapport à ces nobles qui débarquent de l'extérieur. Le personnage le plus difficile à jouer, paradoxalement le plus proche de la condition que nous on connaît en tant qu'être humain normaux si j'ose dire, mais aussi le plus difficile à jouer. Le seul non noble dans l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est le pas noble qui vit dans son village qui sera par ailleurs l'objet de le problème de la fiction. Donc voilà, on va y revenir, mais voilà, bon, sauver un peu mon personnage, avec quelques regains de courage dès qu'il s'agissait du personnage Romaric, qui était aussi sa grande amie d'enfance, revenue sur les terres locales. Donc voilà. Moi, je suis carrément amoureuse de toi.
dans Oui, la fiction. c'est ce que j'avais noté, attachement d'enfant, tout ça. Donc voilà, ça m'a permis de lui donner des petits sursauts de courage plus ou moins efficaces. On en reparlera. Non, c'était un personnage intéressant à jouer. Quels étaient tes beliefs donc j'avais 7 attachements à Bryn. J'avais Bryn, c'est mon personnage. Voilà, le personnage de Romaric. Mon deuxième belief, c'était que les problèmes, et notamment cette histoire de malédiction, venaient de l'extérieur. Donc toujours tourner autour de cette idée que la protection et la sécurité et le bien, c'est le village, et que le reste, c'est potentiellement dangereux et mauvais, sans en faire non plus un xénophobe forcené. C'était pas du tout le propos du perso. On va dire, c'est juste quelqu'un de normal qui a toujours vécu dans son village et qui du coup cherche à le défendre. Enfin. C'est ça. Et puis le troisième belief, c'était que si notre village tombait, l'ensemble du duché finirait par tomber, donc on était un peu un bastion à protéger. Ah d'accord, ça je savais pas que tu avais ça. Shadow, ton personnage? Alors moi je jouais un jeune prêtre d'une 20aine d'années qui était sur sa première quête spirituelle, il voulait se faire un nom en fait, c'est un peu l'idée. Ouais. Donc idéaliste mais pas complètement fermé, j'avais pas envie de jouer un haut bûcher, t'étais pas fanatique. Voilà. Non, ça me plaît moyen. Par contre, voilà, j'étais jeune, aussi un petit peu présomptueux, croyant que mon Dieu, de toute façon, me protégerait de tout et que les autres étaient mes enfants, mais quelque part... Dans le contenu fictionnel, tu étais un petit peu le personnage un peu humoristique avec ce côté gros dormeur qui aime bien son confort. Enfin, ça, c'était sympa. En opposition justement à Gunther, qui était très rigide, très les codes, tout ça. Enfin, c'était amusant. C'est un prêtre... de la noblesse, enfin il est né, il est noble de toute façon, et voilà, donc il s'entendait très bien avec Gunther justement. Il y avait, je le prenais pour mon protecteur parce qu'il était assez pieux aussi. Enfin Gunther est assez pieux du coup. Rigide, rigide. Merci. C'est vraiment ça quoi. Pieux, rigide, vas-y. C'est ça quoi. C'était vraiment le personnage. Droit, turgescent. Il a pas compris, Romaric. La droiture. Il a pas compris. Non, qu'est-ce qu'il y a? Pense à un pénis en érection. Oh, mais... c'est mieux maintenant. Donc ils sont tordus, hein. Non, justement. Donc voilà, de mon côté, je devais pas porter d'armes, essayer de combattre le péché et les démons. Voilà. Oui. On va en parler après, oui. Donc mes convictions, déjà, je devais guider mes compagnons vers la lumière. Voilà, de mon Dieu qui s'appelle Tudum. Ouais. Et on va dire que c'est plutôt secondaire, c'est pas survenu dans la fin, ça n'a pas eu d'impact dans la fiction, mais voilà, il cherche son oncle qui a disparu il y a de nombreuses années, qui cherchait une sorte d'immortalité spirituelle. Et voilà, un peu toute sa famille est versée dans la religion. De toute façon, il a un cousin qui est évêque, etc. Donc voilà un petit peu pour le personnage. On reviendra dessus dans la fiction. Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En tant que prêtre, il avait des capacités de miracle, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais la possibilité, la bénédiction de son orateur, et voilà. Je pouvais, et il refusait de prendre les armes. Exactement. Ce qui est important aussi. Ouais, les miracles, c'était important. T'en as beaucoup joué et c'était très utile. Alors moi, moi, ça m'a été très utile. Moi, ça m'a été très utile. En fait, Bryn, c'est un homme? Non. Ouais, Stock, Man, c'est écrit. Man, c'est en fait Stock, c'est ouais, c'est ça. C'est. Okay. À un moment donné, je me suis demandé. Non, c'est une femme. Donc moi, je jouais Bryn, donc une femme. Pour ceux qui connaissent Magic, c'est un peu Liliana Vest. Ce serait la Liliana Vest du bleu, quoi. C'est-à-dire que c'est une magicienne qui, donc dans ses beliefs, par exemple, qu'elle est prête à tout pour maintenir son équilibre, ses pouvoirs et s'affirmer à travers ses arcanes et ses capacités magiques. Donc c'est quelqu'un de très très présomptueux, très non. Liliana Vest, c'est pas le noir? Ah si, complètement. Mais pour moi, c'est du bleu-noir. Si tu veux, en termes Magic, Bryn, c'est complètement bleu-noir. C'est-à-dire que c'est... Mais pourquoi je dis bleu-noir? Parce que ces magies tournent beaucoup autour de l'illusion, de la télékinésie. D'accord. C'est pas de la magie noire, genre de la nécromancie, etc. Il n'y a aucun sort d'attaque, il me semble. Non. Par contre, son oncle,
qui va être au cœur du scénario qu'on va faire, lui, c'est un nécromancien. Et donc, du coup, j'ai été élevé, mon tuteur est un nécromancien. Ce qui fait de moi quelqu'un de très sombre, apte au mensonge, avec une grande aptitude à la connaissance. Donc, en mes beliefs, je sens l'influence démoniaque de mon oncle sur Ocean, donc la ville dans laquelle on a, enfin Oren, on dira Oren, mais c'est écrit Ocean, H-O-C-H-E-N. Donc, et je ferai n'importe quoi pour l'arrêter. Daniel est mon amour d'enfance et je n'hésiterai jamais lorsqu'il s'agira de maintenir mes pouvoirs et ma puissance. Et la meilleure manière de me construire une solide réputation, c'est justement de maintenir alors c'est difficile à traduire, mais en gros c'est mes pouvoirs de héros, quoi. Enfin, montrer que je suis un héros puissant, voilà. Donc c'était un personnage qui est très très intéressant à jouer. J'étais vraiment très très content. C'était un personnage qui me convenait parfaitement. C'était vraiment un des grands plaisirs que j'ai pris à cette partie. C'était ce perso qui m'intéressait beaucoup. La fiction, en gros, les problématiques de la partie, c'est un village en proie à une malédiction qui commence d'abord par une épidémie, une famine. Les gens se tournent vers une autre religion. 50% des gens du village se tournent vers une religion, la religion donc ils se tournent de Tudum, qui est le culte, on va dire, officiel. Ils se détournent de Tudum pour s'orienter vers une autre divinité qui s'appelle Tawaret. Et sachant que Tawaret est issu d'une... Enfin, ça, on l'apprendra par la suite, mais un culte païen qui serait tiré d'une statue qu'ils ont tirée de la terre, etc. etc. Et la problématique, finalement, du scénario, c'est est-ce que les malheurs qui leur arrivent sont-ils, oui ou non, dus à ce changement de culte? Ça, on avait vite compris que c'était surtout une conséquence, quoi. On a eu un petit débat là-dessus au début, Maxime. Sans conflit, sans jet de dés, ni rien. Mais on en a discuté parce que Daniel, originaire du village, avait des tas d'infos sur le village. Donc le personnage d'Emmanuel. Voilà. Et du coup, on a considéré que tu nous avais tout balancé direct. Enfin, tu me dis si je me trompe. Avec une certaine retenue pour pas que vous y alliez en mode on va tout brûler, mais voilà, l'idée c'était pas de faire de la rétention d'informations et de bloquer l'avancée du scénar. Et pas à mon niveau non plus finalement, parce qu'en meneur de jeu, comme tu faisais partie du village, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Tu présentes aussi un personnage, celui du forgeron, qui s'appelle Angard Smith. Angard, donc le forgeron du village, avec lui, il est l'un des premiers probablement à s'être détourné du culte officiel pour avoir vénéré Tawaret, et il a probablement, c'est ce que laisse supposer son attitude, commencé à convertir la plupart des villageois à cette divinité, prétextant que Tudum les a abandonnés, provoquant famine et désolation sur le village. Il retourne progressivement les villageois vers Tawaret. Et évidemment, comme on a le personnage de Théoden, le personnage de Shadow, on va forcément être amené à nous défendre le culte de Tudum, ou en tout cas, c'est ce que Shadow va tenter de faire. Et le village se retrouve aussi en proie à une bête que tu avais oublié de nous dire au début, mais bon, c'est marrant. Pour ça d'ailleurs que je maintiens l'information. Et t'es en proie aux attaques d'une bête qui était visiblement d'origine démoniaque, en tout cas d'après les villageois. Voilà. Elle laissait les bestioles dans un bon état, elles ne se nourrissaient pas. Tout à fait, Max. C'était dégoûtant. Juste pour dire que c'est très important. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que en fait, je pense que le scénario et la manière dont on a abordé les problématiques du jeu ont été vachement liés à cet oubli. Ouais. Si Vivien nous avait présenté la bête dès le départ, on se serait pas du tout orienté vers ces débats religieux. Je pense pas. Alors ça aurait été important parce qu'il y avait de toute façon le personnage de Shadow, mais je pense que ça aurait été surtout important pour le personnage de Shadow. Alors qu'en fait, le fait que Vivien ait oublié de nous présenter cette bête, ça a fait qu'on s'est orienté tout de suite d'une manière de groupe. La seule information qu'on avait, c'est il y a une malédiction sur le village, et la seule information qu'on a par rapport à ça, c'est que certains se détournent du culte. C'est ça, du exactement. coup, on s'oriente naturellement. Voilà. Du coup, au début, il y a directement eu un débat entre... on était 2 contre 2, en gros, où il y avait nous deux, donc Théoden et moi, donc Théoden et le Chevalier, qui étaient vraiment en mode faut qu'on résolve ce problème de religion, c'est de là que ça vient.
par Tudum. Ce qui est important, c'est ça, c'est que vous, Dieu, vous croyez à Tudum. On était là, il faut qu'on résolve le problème, il vient de là, donc il faut ramener les gens dans la bonne direction. Et les deux autres, et surtout Daniel, étaient là, non mais tout ça c'est qu'une conséquence, c'est pas une cause. Voilà. On est là pour, vous avez été mandaté ici pour régler les problèmes, donc la cause, trouver l'origine et la résoudre. Vous n'êtes pas là pour créer des conflits et faire une inquisition dans le village. Et ce que je veux ajouter, c'est que comme c'est normal, parce que comme Daniel et Bryn viennent de ce village, ils tiennent à la paix et à l'équilibre entre les différents villageois. Ils ne veulent pas qu'Angarde soit stigmatisé parce qu'ils savent très bien qu'après, ils auront à vivre avec lui. Là où vous arrivez de l'extérieur comme des missionnés, comme des dogs in the vineyard, alors que nous, on est des villageois. Emmanuel. C'est peut-être le mot. Alors, si vous voulez vraiment finir sur l'aspect fiction, mais c'est peut-être le premier point qui m'interpelle, sachant que c'est bon. On y va carrément. Oui. En fait, Viviane nous a dit au début, on a un groupe uni avec un objectif, ça permet le contrat social est posé, etc. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas le cas. Alors du coup, je me demande si aussi il n'y a pas des moments où je suis allée à l'encontre du contrat social, justement en prêchant pour ma paroisse. C'est le cas. Alors, mais non. Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Vu la façon dont ça s'est résolu, moi je trouve que pas du tout. Oui, parce qu'on a eu des conflits doux, si je puis dire. On a beaucoup discuté, échangé, trouvé un accord, et ça s'est toujours. On a toujours eu. Direct. On est rentré en conflit direct, mais le fait que je bloque pas l'avancée de la table, ça fait partie des nœuds normaux qui sont attendus dans ce jeu-là. Là, je comprends pas en fait. Le fait que tu bloques pas l'avancée de la table. Non, mais dans la mesure où la façon dont tu l'avais présenté, c'était aussi un jeu où il n'y avait pas de conflit inter-PJ. Ah bon? Non, c'est pas du tout mon idée en fait, parce que des conflits inter-PJ, au contraire, il y en a. Il y a toutes les règles pour ça. Il y a des règles sociales pour régler les conflits. Il y a les beliefs qui vont forcément. En fait, au contraire, les conflits entre PJ, du moment que c'est pas des trucs un peu qui pourrissent le jeu des autres, c'est au contraire largement encouragé. Alors moi, juste le truc que j'ai. Ah Maxime, excuse-moi. Je voulais juste dire un truc, c'est que je crois dès le début, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas fait trop de HRP. Moi, j'ai eu peur au début du scénar. Parce qu'on était beaucoup dans le hors roleplay. Moi, j'ai eu un peu peur au début. J'ai rien dit, mais je trouvais qu'on était beaucoup en dehors. Et à partir de là, à partir de cette discussion qu'on a réussi à lancer, en disant sur le chemin, on parle de ça, on a commencé à discuter, et d'avoir eu ce débat complètement en jeu, sans lancer des tout, moi, c'est ça qui m'a lancé dans la partie. Avant, j'y étais pas. Clairement, quand on a commencé à raconter qu'est-ce qui se passait, avant, moi, j'étais pas du tout dans la partie. Je suis d'accord avec toi. Et à partir du moment où on a fait cette scène, en discutant calmement, sans lancer de dés, juste se mettre d'accord, cause, conséquence, tout ce qu'on a dit. Ce conflit doux entre nous, moi, ça m'a lancé la partie. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi, Maxime, et je crois que c'est pas le sujet. Enfin, tu vas se dire, ok, ça nous a lancé. Pour autant, je suis d'accord avec Emmanuel. Moi, tu vois, sur ma fiche, j'avais noté, je trouve que dans ce jeu, on joue trop les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Dans les conflits doux, dans les discussions, etc., ok, on joue les uns avec les autres, mais est-ce qu'on peut faire changer d'avis les autres ? Alors, j'ai appris à la fin du jeu qu'il y avait un système de conflit social. Déjà à ce moment-là, il t'avait dit on peut s'imposer sa volonté à l'autre par un système. Pendant la discussion, j'avais dit on peut peut-être faire un jet. Là, vous m'avez dit non. Non, mais soyons réalistes. On est en train d'arriver à un compromis, on fait pas de jet. Soyons réalistes. Est-ce qu'on l'aurait fait à ce moment-là de la partie ? Je crois pas. On aurait pu. Ah, on aurait pu. Hein. Après, je pense que si mon perso avait eu plus de caractère et n'avait pas eu tant de crainte. Tu l'as joué un peu comme un jeune. Moi, je l'ai joué, assez jeune. Et puis réaliste, quoi. Il y a sa moment sur sa fiche quand même, donc. Mais. Alors, justement, je peux commencer à rentrer dans l'art du jeu. Juste pour finir sur l'idée du. On joue les uns à côté des autres. Ça, je sais pas trop quoi répondre, mais je dirais que ça dépend pas du jeu là pour le coup. Attends, des wills, des volontés et des beliefs, chacun différent, pas de belief de groupe. Oui, ça s'explique très bien. C'est que chacun est en fait en défense de sa paroisse. Je suis désolé. Et là, pour le coup, le mot est bien choisi. C'est-à-dire qu'il y a. On a vu deux camps d'ailleurs quand on a joué Gunther et Théoden. Eux étaient là pour défendre Tudum et se valoriser face à leur duc, parce que finalement, voilà, ce sont des nobles et ils ont tous les deux de reconnaissance. Et d'un autre côté, on a deux habitants du village concerné qui, eux, vont plutôt essayer de défendre les villageois, les intérêts du village, faire comprendre aux deux autres que on n'est pas en inquisition, comme tu disais. Donc, effectivement, on a automatiquement un conflit, quoi. Enfin,
conflit doux, mais un conflit quand même. Ouais, voilà, il y a tous les deux tout le temps ensemble dans nos scènes. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a joué ensemble et les deux ont joué ensemble. Ouais. Pour moi, alors après, il y a deux choses. Il y a effectivement le scénario et le système de jeu. Pour moi, l'idéal à Burning Wheel, qui n'était pas exactement dans celui-là, mais quand même il y a l'idée, c'est tous les joueurs vont au moins au départ dans la même direction, mais ils y vont pas forcément pour les mêmes raisons. D'accord. Pour moi, c'est l'idée principale. Voilà, c'est par exemple, les joueurs se fixent en groupe un objectif. Maintenant, chaque personnage se définit par rapport à cet objectif, et c'est pas dit qu'à la fin, il y en ait pas un qui dise attendez, en fait, moi, j'ai jamais voulu ça pour ça, et maintenant je vous trahis, ou maintenant je m'oppose à vous. Enfin voilà, ça c'est tout à fait. Mais il y a quand même l'idée, quand on fait une campagne, parce que là c'était un one shot et un one shot avec des pré-tirés, tout ça. Quand on fait une campagne, c'est on crée un objectif global et on essaye quand même que les joueurs regardent tous dans la même direction. Mais après, c'est les raisons qui diffèrent, quoi. Donc Manu, juste tu voulais rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais juste faire un petit résumé de la fiction. Merci. Comme ça, on termine la fiction, ce qui s'est passé, l'histoire, rapidement en mode je décris, et après on passe au système. Donc en termes d'histoire, on est arrivé dans ce village, on est tout de suite allé voir le chef du village, dont j'ai oublié le nom systématique, mais bon, on verra. Le Voigt. Ouais, Martin Raila. Donc d'accord, Martin Raila qui nous a accueillis du coup un peu timide, un peu en mode mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive. On va chez lui, on profite de sa bouffe, on discute avec lui, on prend des infos, on draille. On profite, c'est exactement le terme donc, d'ailleurs. Ce qui énerve passablement Daniel qui repart chez sa mère avec Bryn. Nous deux, on reste chez lui, d'ailleurs on pique son lit. Il y a un conflit à ce moment-là pour savoir qui va prendre le lit, avec des arguments qui s'échangent. Incroyable. On a failli en arriver au lancer de dés, c'était très drôle. Mais justement, pour le côté humoristique du personnage de Shadow, je trouvais ça pas mal en fait. Enfin, incroyable dans le bon sens du terme. Ouais, un charme fou quoi. Super quoi. Ouais. Mais même Gunther en fait. C'était intéressant. Directement, quand j'ai essayé d'imposer ma volonté. Puis on a fini par dormir dos à dos avec Gunther qui s'est demandé s'il n'était pas en train d'avoir des petites pensées. Bref. Il était en train de tomber amoureux du prêtre quoi. Pas forcément tomber amoureux, juste avoir une attirance physique potentiellement. Ah d'accord, ok. À ce moment-là, il le connaît pas assez pour. Ou en tout cas, au moins une angoisse quoi. Une angoisse, voilà. Il peut pas s'empêcher d'y penser. Une angoisse c'est pas forcément une attirance, mais voilà. Le lendemain matin, le prêtre réussit à faire une magnifique prière au maire qui tombe en pleurant. Il se dit que du coup, dans sa matinée, il va organiser une messe pour midi, pendant que Bryn du coup va faire du porte-à-porte pour attirer les gens au niveau de la messe. Et donc elle rencontre au passage quelqu'un qui est en train de faire des prières au mauvais Dieu. Voilà, en fait c'est une excuse, le temps qu'elle passe à faire du porte-à-porte, c'est pour sonder le village, voir un petit peu prendre des informations. Voilà, et pendant ce temps-là, Daniel est en train de faire une première recherche des différentes traces de la bête pour qu'on puisse aller l'affronter. Et du coup, il a trouvé un liquide noir qui suintait sur une des proies de la bête qu'il a réussi à récupérer pour qu'on puisse l'analyser plus tard. Voilà. Pendant ce temps-là, Gunther, il est allé juste préparer ses armes chez le forgeron et discuter avec lui un petit peu pour essayer de prendre la température. Discuter, c'est un bien grand mot. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, mais il y a eu des non-dits qui voulaient dire grand-chose. Pour moi, en tout cas, moi, je sentais qu'il y avait ça m'a clairement fait comprendre qu'il y avait un truc qu'il n'y avait pas. Il laissait penser que c'était lui le méchant, entre guillemets. Du coup, la prière du prêtre et la cérémonie s'est très bien passée. Donc là, il y a eu des jets de dés et compagnie, on y reviendra. Donc tout le monde a commencé à avoir un regain de foi, sauf évidemment le forgeron qui s'est barré, ce qui n'était pas content, ce qui a laissé une petite scène avec Bryn bien sympa de défi, eye to eye. Eye to eye. Du coup, le prêtre Théoden, excuse-moi, il a organisé des confessions. Donc, il y a tout le village quasiment qui s'est confessé, ce qui nous a donné de nouvelles informations. Oui, c'était intéressant ça. Le coup de la confession pour récupérer les infos, c'était bien vu. Sachant qu'il avait super réussi son jet de conversion. Il avait bien réussi son jet d'oratoire pour convaitre les villageois de le faire. Le prêche de la messe a bien fonctionné. Une variante de l'interrogatoire policier que j'avais jamais vu. C'est-à-dire. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tout le village qui était présent. Il y avait seulement une partie du village, une petite moitié. C'est ça. Ça pourrait presque faire un concept de flic en fait. C'est le prêtre policier dans un petit village. Ça pourrait presque faire une idée de série, je trouve, qui par les confessions résout les affaires. Quoi. Le curiste. Non mais c'est vrai, c'était assez amusant. Voilà, c'était deux prêtres à Miami. Mon Dieu. Ah non, c'est super bien trouvé, bravo. Du coup, pendant ce temps-là, Bryn et Daniel ont essayé d'analyser la substance noire, qu'il malheureusement n'a pas réussi, donc on n'a pas su. On a fait appel à Mulder et Scully pour savoir ce dont il s'agissait. Mais derrière, après avoir eu toutes nos infos... Oui, voilà, et dans les infos, désolé, je te coupe un petit peu la parole, parce qu'il y a une information cruciale, on apprend l'existence, on n'en a pas parlé encore, d'un sorcier qui était présent dans le village, on a un peu
perdu sa trace, enfin silence radio depuis quelques temps, et il avait une fille aussi qui se baladait dans le village, mais voilà, sorcier, on a appris son existence à ce moment-là. Qui est cette fille ? Voilà. Qui est cette fille ? Qui est ce sorcier ? Enfin, on savait pas trop, et quelques informations sur la statuette, mais rien de... Oui, puis un aveu complet sur la culpabilité du forgeron. Voilà, exactement. Là, à ce moment-là, on nous dit, voilà, c'est un garde qui retourne les gens. Voilà. Là, vous avez toutes les informations pour cette partie. Du coup, Gunther et Théoden sont allés retrouver Daniel et Bryn pour les confronter aux infos qu'on avait, ce qui nous a permis de comprendre que Bryn était la nièce du sorcier en question. La substance noire, le prêtre a essayé de la bénir, il n'est pas passé loin, c'est-à-dire qu'il l'a fait bouillir en essayant de la purifier, donc ils se sont dit ok, c'est maléfique, vu que les pouvoirs de prêtre ça marche dessus, c'est sûr, c'est maléfique, c'est démoniaque. Ouais. Il y avait 5 succès nécessaires, il en avait fait 4. Quoi. Ouais. Et du coup, et on y viendra plus tard, mais c'est déjà très fort, 4 succès. Ouais. Oui. Derrière, du coup, là, il y a encore une grosse scène de discussion sur qu'est-ce qu'on fait. Où moi, en gros, nous deux, on voulait retourner au village, confronter le forgeron, organiser une battue et ramener les villageois de force avec nous. Et c'est là qu'on a un peu poussé Daniel dans ses derniers retranchements pour le forcer à prendre ses responsabilités en main. Il a dit non, vous arrêtez vos conneries, si vous voulez que le village vous suive, il faut prouver que vous en valez la peine. Donc on va traquer la bête, on va la trouver, on va faire un piège, on va la tuer. Et là, le village, il voudra bien vous suivre et là, vous aurez une légitimité. Donc une belle scène de RP. De toute façon, le système reviendra plus tard, mais une belle scène de RP où moi je trouve qu'on est arrivé encore à un bon compromis sans lancer de dés parce que juste c'était beau. On s'est donc mis en chasse de la bête. Malheureusement, Daniel a complètement foiré ses jets pour trouver un endroit et faire un piège. Mais là, ouais. Ah oui, pour aider ta maman à la cuisine, t'as fait des bons jets, mais alors dès qu'il s'agissait de c'est toi qui as fait la vaisselle, je te rappelle. Ça, il y avait ça aussi. Il y a eu des mauvais jets de vaisselle. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était les 2 jets qu'il fallait pas louper et qui a conduit au drame. Voilà. C'est comme ça que le drame a commencé à se nouer. Parce que derrière, pour attirer la bête, le prêtre a choisi de se servir d'appât en disant ma foi me protégera de toute façon, il n'y a pas de souci. Évidemment, la bête est arrivée du mauvais côté du piège. Il s'est fait rouler dessus. Quoi. Ils est arrivé du mauvais côté du piège. La bête l'a chargé, foutu au sol, immobilisé, égorgé. En 2 temps, 3 il a fait une quai de judo. C'était long à faire, mais facile à raconter. Moi, j'ai eu le temps, grosso modo, de faire esquive, arrière. Voilà, c'était fini. Grosso modo, c'était ça. Si, j'ai fait un sort foireux. Oui, c'est vrai, il m'a quand même béni ma hache avant. Voilà, c'est important. Ouais. Parce que du coup, entre les javelots de Daniel et la hache de Gunther et l'inefficacité de Bryn, on a commencé à... Au début, j'avoue que j'ai eu très peur. Quand j'ai vu comment la bête résistait à mes coups de hache, j'étais là, oh mon Dieu. Ouais, puis finalement, on s'en est sorti. On s'en est sorti on l'a battu. aussi grâce à un petit coup de télékinésie à la fin. Donc le piège s'est déplacé tout seul sur la bête. Des coups de hache, des coups de javeline et compagnie ont fini par l'achever. On est retourné au village avec le cadavre de notre ami Théoden et la bête, et donc là on a fait un conflit oral pour convaincre le village de revenir dans la vraie foi et en mettant en avant le martyr de Théoden, le fait d'avoir vaincu la bête, que leur nouvelle foi elle avait rien fait alors que nous au nom de la nouvelle foi, la vraie foi, on avait résolu le problème. Ça a été long et que ça a été un peu compliqué, et à peu de choses près, au lieu d'être une bonne réussite, ça a été une moyenne réussite, et du coup, on a quand même, ils ont accepté si on allait résoudre le problème de l'oncle. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que on a gagné avec une retombée, si j'ose dire. On aurait pu gagner parfaitement sans conséquences négatives. Sans grosses conséquences. Mais on a eu ce qu'on appelle dans le jargon du jeu de rôle classique une complication, mais ici ça porte un autre nom, et qui fait que du coup on doit aller ramener la tête de mon oncle. Donc moi ça me fait pas plaisir forcément, et là on s'est arrêté là. La fin, parce que la suite est restée à lire. Ouais. Donc voilà pour la fiction. Bon. Là, déjà, on peut signaler un premier truc. Moi, je trouve c'est la grande classe des personnages. Je trouve que les personnages dans ce jeu sont très, très classe. En tout cas, les pré-tirés qu'on avait, j'ai trouvé tous très intéressants. Le noble, pauvre, très... on en a déjà parlé en les présentant vaguement, mais on voit qu'on a tous eu un attachement particulier à notre personnage. Et au perso des autres, finalement, parce qu'effectivement, ils avaient tous leur classe, en fait. Ouais. Et ça, moi, je crois que c'est grâce... Pardon, Emmanuel, je t'en prie. Non, mais je pense qu'on va dire la même chose, probablement. Vas-y. C'est en fait le développement par la fiche de perso. Exactement. Est très bien construit. Exactement.
Les beliefs, les instincts, les relations font que on a une vraie réflexion. En plus, le fait qu'on les fait ensemble aussi avec beaucoup d'interactions. Voilà, je pense que c'est la première fois que je commence une partie avec déjà une idée de comment va se jouer le perso, alors que d'habitude je le découvre. Et je pense que ça a été un peu la même chose pour vous. C'est vrai ça. Ça c'est juste. Moi aussi, d'habitude, j'ai énormément d'hésitation. Les premières fois que je joue un personnage, je le joue dans une direction, puis dans une autre, puis à la fin, je transite toujours un petit peu. Alors que là, c'est vrai qu'immédiatement, on a été dans le ton et dans de nos personnages. Les beliefs donnent vraiment une ligne directrice. Et en plus, ils sont sous forme de phrases. C'est beaucoup mieux qu'à des mots. Des mots, tu peux les faire partir dans tous les sens. Des phrases, et en plus, sous forme de beliefs, c'est-à-dire de ligne directrice de notre vie, elles doivent être claires, nettes, et aller vers quelque chose de précis. Donc en fait, on doit déjà avoir une idée précise de ce qu'on veut faire avec. Oui, et puis alors, juste pour dire aux auditeurs que les exemples de beliefs qui sont donnés dans la base, c'est pas, justement, comme tu l'as dit, c'est pas une phrase de 4 mots, 5 mots. C'est une phrase « I will attain wealth and power by any means, arcane and mundane, but the surest way is to build a famous reputation as a powerful hero ». C'est un truc qui est... T'as la plus longue, toi aussi. Ouais, je crois que... Ah ouais, non, mais attends, c'est un truc, en plus, c'est écrit en caractère 6. Genre, oui, bah ça, c'est le principe de cette feuille de perso, quoi. Le caractère 6. T'es là, ouais, putain, c'est des gros trucs, quoi. C'est pas le petit trait, c'est pas je mens souvent. Non, c'est ça, je mens pour protéger mes tripes et protéger ma famille qui elle-même est en danger contre le seigneur machin et qui... T'es là, ok. C'est des gros trucs. Alors, ce que début, moi, je pensais serait finalement assez contraignant. Parce que justement, l'avantage qu'on donne généralement aux traits dans les jeux de rôle, c'est d'être justement très ouvert et de pouvoir être utilisé à droite à gauche. Sauf que la manière dont ils sont utilisés dans ce jeu, à savoir finalement plutôt comme une couleur sur laquelle interpréter son personnage, fait que bah non, c'est pas du tout si contraignant que ça. Le perso apparaît en transparence à travers tous ces beliefs très complexes. Parce qu'en fait, ce qui va servir de trait au sens de très très libre, eh bien ce sont, et ça c'est un paradoxe, paradoxalement les compétences. D'habitude dans un jeu, justement, les compétences c'est ce qu'il y a de plus rigide, c'est-à-dire que le jet on le fait pas, et le jet il est pertinent ou il est pas pertinent. Le meneur indique tu fais un jet de ça plus ça, tu fais un jet de ça, alors que là on est beaucoup plus libre. Alors là je sais pas combien il y a de compétences dans Burning Wheel, mais c'est juste démesuré, et il y a une raison derrière, heureusement, parce que sinon ce serait juste débile. C'est que les champs de compétences se recouvrent les uns les autres, en fait, et que du coup ça permet de choisir la compétence dans... on peut pas choisir n'importe quelle compétence. On sait que certains ont essayé de faire lecture à moult et moult reprises pour tous les jets possibles. Alors oui, en exemple pour illustrer ceci, on va reprendre la scène de la messe par exemple. Voilà, je voulais convaincre mon auditoire pour en récupérer des informations. Ton micro. Pour récupérer des informations. On parlait justement de l'interrogatoire. Donc j'ai utilisé le fait d'être un orateur. Donc c'est mon jet principal, c'est le jet que j'ai fait. Oratory. Mais j'ai utilisé aussi du coup ma persuasion. Le fait d'avoir persuasion... en fait, c'est pire que ça, parce que c'est pas persuasion que tu as, c'est suasion, qui est la compétence réservée aux prêtres pour convaincre en utilisant sa foi ou quelque chose de similaire. Ça va même plus loin que ça. C'est une compétence bien précise, quoi. Ça me rajoute un dé sur le... D'ailleurs, on n'a peut-être pas parlé de base. Justement, c'est ça que je voulais expliquer. C'est-à-dire qu'une compétence... On choisit une compétence principale sous laquelle on va faire son jet, et... On a un score de 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 dés à lancer, qui sont par exemple, imaginons, moi par exemple, je choisis sorcerie j'ai 4, je lance 4 D6. Tous mes scores faits au-dessus de 4 sont des 4 succès. Ou plus. De 4 ou plus sont des succès. Une chance sur 2 d'avoir un succès. Une chance sur 2. Une chance sur 2 d'avoir un succès. Alors, ce qui est bien, c'est que si je trouve que à ce moment-là, au moment où j'utilise cette compétence-là, dans le contenu fictionnel, il y a un moyen que ça a un rapport avec la rhétorique, par exemple. Imaginons que j'utilise la sorcerie alors que je suis en train de prononcer un discours oratoire. Je me dis, tiens, ça a un rapport avec la rhétorique, donc je vais pouvoir ajouter juste un dé, juste parce que ça a un rapport avec une compétence que j'ai dans ma fiche. Je rajoute juste un dé. Peu importe mon niveau de rhétorique. En l'occurrence, j'avais rhétorique 3. Même si j'utilise sorcerie à 4, rhétorique me rapporte juste un dé. Je ne mets pas ma rhétorique en plus. Je mets juste un dé. Maintenant, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner dans Cthulhu. Imaginez, par exemple, vous êtes en train de jouer à Cthulhu, vous avez bibliothèque, par exemple. Vous êtes en train... Oui, mais vous êtes aussi un physicien.
Du coup, vous allez pouvoir faire votre jet de bibliothèque et dire j'ai plus 20% à mon résultat au jet ou moins 20% à mon résultat au jet parce que je suis aussi physicien. Donc c'est normal que ce serait génial. J'ai envie de dire, tous les jeux à compétences devraient ajouter ça dans leurs règles. C'est génial. Ça permet en plus de rendre des compétences qui sont habituellement inutiles sur des fiches de personnages très très utiles et dans n'importe quelle circonstance. Là, je dis bravo Luke Crane. Pour moi, ce jeu est une source d'inspiration pour tous les jeux à compétences. Tous les jeux à compétences, à ma connaissance, pourraient rajouter cette règle pour améliorer leur système. Je sais pas ce que tu en penses, Max. On te répondra qu'un bon MJ, normalement, il en tient compte, il rajoute des bonus. Mais bon, on est d'accord, c'est pas dans les règles très clairement parlées. Voilà, mais là, c'est juste une excellente idée de Burning Wheel et je trouve que ça vaut le coup de la souligner. Alors concrètement, par exemple Shadow, dans l'exemple que tu voulais citer tout à l'heure. Tu as donné un exemple déjà, mais voilà, l'idée c'était je fais mon prêche pendant la messe. J'utilise orateur, bien sûr. J'utilise persuasion, et je vais utiliser l'histoire religieuse parce que je vais me baser sur. Je vais en profiter, placer une anecdote religieuse. Et tu vas utiliser un personnage. Voilà. Et je vais utiliser un de mes compagnons. Un de tes compagnons. Je vais pas l'utiliser. C'est ça. Un compagnon choisit de t'aider. Choisit de t'aider, voilà. Du coup, un compagnon aide, quoi qu'il fasse, il pourra le donner qu'un seul dé. Et ça, c'est ritualisé. Ce qui est à la fois gênant parce que en théorie, il pourrait aider beaucoup plus, mais ça permet de limiter, d'éviter le minimaxage. Ouais. Parce que moi, j'ai dit, je vais raconter une histoire ancienne, parce que j'avais histoire ancienne et j'avais orateur. Donc, j'espérais pouvoir lui donner beaucoup de dés en disant, je suis un bon orateur aussi et je l'aide. Et en fait, non, les règles sont, tu ne peux donner qu'un dé maximum. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai joué le jeu, j'ai raconté ma petite histoire, je lui ai donné un dé. Et c'est toujours ça de gagner. Mais c'est aussi pour que le jeu soit moins lourd. Imagine, tu peux donner 2, 3, 4 dés à chaque fois. Tu vas chercher comment optimiser ta compétence. Après, ça devient... c'est trop lourd. C'est bon. Hein. Par contre, le nombre de succès nécessaires, c'est le MJ qui choisit. Normalement, il le fixe avant le jet de dés. J'ai l'impression. En théorie, il fixe l'obstacle. Mais... alors, Vivien l'a fait quand même quasiment tout le temps. Mais tu as quand même tenu compte de si on échouait plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on faisait de bonnes réussites, genre beaucoup de réussites en plus que le minimum, on considérait que ça se passait vraiment bien. Ouais, normalement il faut pas. Mais alors, si je l'ai fait, c'est clairement dans la manière dont tu l'as maîtrisé, il y avait une petite variance. Je te donne un exemple dont on a déjà parlé, le coup du sang qui bouillonne. Oui, c'est vrai. Il avait fait 4 sur 5, c'est un échec. Mais c'est pas le seul cas. Hein. Oui, à un moment donné, au cours du combat aussi, t'as permis au prêtre, t'as eu quelques... Non, je crois que c'est Daniel qui a eu un bonus. Non, je me trompe peut-être. Pour le combat, j'ai plus de mal à y croire, mais pour d'autres parties, j'ai tendance à faire ça naturellement. L'orateur, justement pour ça, pour la messe, elle a tellement bien marché parce qu'il a fait... T'avais une difficulté à 3, il a fait 6 succès. Voilà, nous on a fait ça, c'est pas dans la base, nous on l'a fait. Par ailleurs, je voudrais dire à Vivien que par contre, il a été très rigoureux sur le côté, la règle de l'Ukraine que tu avais annoncée, à savoir lorsque les dés ont parlé, on accepte le sort. Je veux dire, il faudrait pas laisser croire. Voilà, faudrait pas laisser croire que Vivien n'a pas non plus joué cette règle-là, parce que les auditeurs qui connaissent déjà Burning Wheel vont se dire que du coup, tu as été sympa, machin. Non, il a été très très dur. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où plusieurs moments où chacun d'entre nous d'ailleurs a raté un jet, on n'a pas eu le droit de le refaire. Hein. Le coup du piège, ça a été intransigeant. Il a fallu accepter les conséquences. Donc, la preuve qu'il n'y a pas eu de concession. Tout à fait, ton personnage est mort. Et surtout qu'à partir du moment où j'avais raté le piège, on savait qu'il y avait forte chance pour qu'il y ait notre appât qui y reste. Donc on a lancé la scène en sachant pertinemment que ça allait mal tourner à cause de ce jet raté. Absolument. Donc on a vraiment joué by the book quand même. Globalement, je pense que... ce petit oui, non, mais c'est ça. C'est juste pour dire, c'est pas dans les règles. Voilà, je dis ça aussi pour vous dire, il n'y a pas d'histoire de marge, sauf dans certains jets particuliers. C'est réussite ou échec. Et après, que tu réussisses de 4 ou de 3, le MJ peut te dire... tu réussis, mais il y a un twist qui fait que ça tourne un peu ce que tu voulais, ou alors tu échoues complètement et il se passe rien. D'accord. Je propose qu'on critique déjà un peu ça avant de passer au système de combat qui sera autre. Je pense qu'on l'abordera après. Le combat est assez particulier. Et Manu, t'avais pas déjà des choses à dire là-dessus du coup sur ce système, toi? Le système d'entraide, etc. Non, je sais pas tout ce qu'on vient de dire. Ou même les dés, la difficulté, le nombre de dés. Pour moi, ce jeu, il est révolutionnaire dans la mesure où cette petite règle de la compétence, pour moi, elle est géniale. Maintenant, j'ai des jeux à compétences dans les tiroirs. Personnellement, maintenant, la règle de l'Ukraine, je l'appliquerai systématiquement. Voilà.
C'est tout. Ça, déjà, c'est clair et net. Pour moi, ce jeu, rien que pour ça, il a une qualité historique, entre guillemets. Enfin, voilà. Et après, est-ce qu'on veut rajouter des choses là-dessus ou est-ce qu'on passe directement à... Tu m'avais dit que tu avais noté 2 trucs positifs et 2 trucs négatifs, Emmanuel. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter en positif ou en négatif? Non, les points positifs ont été évoqués. Voilà, après, j'ai même 3 points négatifs. Et c'est parti. Voire 4, voire 5. Top. Après, j'ai passé une bonne partie, hein, c'est pas, pas le problème. Mais je vais commencer avec l'univers, tout simplement. Ouais. Je trouve que l'univers est super plat. Il y a que les persos qui me paraissent intéressants. J'arrive pas à lui donner une couleur à cet univers, j'arrive pas à lui voir une couleur particulière. On s'en fout. C'est pas un jeu dont l'univers est très très important. C'est pas un jeu d'exploration, c'est les problématiques du village qui vont compter. C'est exactement comme Dogs. Tu vois, c'est comme si tu me disais après une partie de Dogs. Alors, quoique je sais pas si c'est narrativiste, Burning Wheel, vraiment. Si c'est. Ouais. Si, en fait, ça l'est. Ouais, d'accord. Même si ça brouille les pistes sur plein de points. Non, mais ça l'est parce que le but c'est clairement de jouer des conflits, des positionnements moraux, etc. Il me semblait bien. Je voulais pas m'avancer parce qu'on n'avait pas assez joué pour pouvoir le dire. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent. Mais on s'en fout. C'est comme Dogs. C'est comme si tu me disais, ouais, les Mormons, tout ça. Enfin, je sais plus, c'est pas des Mormons. Si, c'est des Mormons. Les prêtres Mormons, aux États-Unis, bon, ça me fait pas rêver. Ouais, mais en fait, on s'en fout parce que c'est pas le cœur du jeu, tu vois. Bon, soit ça présente pas forcément l'intérêt dans ce cas-là d'avoir des nains, des elfes. Bah, si, parce qu'ils vont avoir des conditions. Si, parce que les nains ont des histoires d'avarice, les elfes de lassitude par rapport à la vie. Et il y a beaucoup de. Mais pareil, c'est moral. On repart sur des beliefs qui sont orientés vers ça. Il y a d'autres beliefs aussi. Et puis, les beliefs sont souvent intégrés. Et puis, on peut dire qu'il faut quand même un minimum de cadre. Il faut quand même du truc, quoi. Et c'est vrai qu'après, on peut se dire qu'on n'a pas forcément. Moi, j'ai rarement fait jouer des nains et des elfes. J'ai envie de dire, tes beliefs, c'est ton univers. Et donc, du coup, tu peux pas dire d'un côté, ce jeu, l'univers, il m'emmerde, et d'un autre côté, dire, mais les personnages sont très classe. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu contradictoire. Ouais, l'univers, ce n'est rien d'autre que les beliefs. Tu vois ce que je veux dire c'est assez ça, ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Okay, et c'est vrai que sinon, ça reste du médiéval vaguement fantastique. C'est pour ça que j'ai du mal à le décrire, finalement. Je suis d'accord qu'il manque une petite pointe. Elle a raison. C'est-à-dire, il manque un petit quelque chose. On peut tester avec des dragons. Ou des trésors, quoi. Il y en a, ou, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il manque une petite pointe de. C'est vrai, une pointe d'originalité, quelque part. Ouais, c'est ça. Il manque peut-être un petit quelque chose. Un prêtre mort. Un peu de sel. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. L'originalité, si tu veux, d'un Dogs in the Vineyard, ce serait peut-être justement son extrême, son côté western attitude, son extrême rigueur. L'isolation aussi totale des villages, le fait que le village n'ait rien autour. Voilà. Il a l'air d'être isolé de tout, point, quoi. Oui, alors après, effectivement, contrairement à Dogs in the Vineyard, on peut pas dire qu'il y a un univers type. Enfin, Dogs, on sait, c'est un village avec ça, etc. Burning Wheel, ça repose quand même, c'est un équilibre un peu étrange. Une partie de l'univers est décrite par les règles, par les traits, et en même temps, c'est un univers un peu, comme tu dis, un peu plat finalement, dit comme ça. Et après, avec la problématique et les persos, on lui a donné une tonalité assez religieuse, mine de rien. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'avec un autre scénario, on l'aurait eu. D'autres personnages. Et justement, tu vois, c'est là que je trouve que ta critique est forte quand même, malgré tout, Emmanuel. C'est que, du coup, ayant un univers plat, ce jeu risque d'être mal joué par des MJ francophones. C'est-à-dire que du coup, ayant un univers plat d'heroic fantasy un peu basique, j'ai peur que des rôlistes qui ont l'habitude du jeu de rôle classique, typiquement comme nous, on a pu avoir l'habitude dans la francophonie dans les années 2000, justement au moment où ce jeu est sorti, j'ai peur que du coup, comme il n'y a pas le petit élément qui fait qu'on comprend pas, tu vois, j'ai peur qu'on comprenne pas tout de suite que c'est un jeu narrativiste et que du coup, un MJ classique le prenne et enlève toutes les routines qui l'emmerdent pour faire du simulationnisme. Est-ce que tu vois le problème ? Ouais, mais c'est dire que... c'est pas un défaut du jeu. Hein. Non, je suis d'accord, mais pour moi, c'est difficilement possible cet aspect-là. Je pense que la critique d'Emmanuel peut porter sur d'autres aspects que cet aspect-là, je pense, parce que vraiment, les beliefs, c'est en plein dedans, c'est en gros, c'est impliqué, et si tu ne mets pas les beliefs, ok, mais dans ce cas, c'est comme jouer un jeu en enlevant la moitié des règles, on ne parle plus vraiment du même jeu, et on va pas parler des gens qui jouent qu'à la moitié. C'est pas un défaut du jeu, c'est un défaut qu'on pourrait avoir, enfin c'est d'un regard qu'on pourrait avoir. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour assez bêtes pour ça. D'accord, Maxime. Et je pense aussi que l'univers, il transparaît pas seulement dans les descriptions que tu fais, mais comme tu le dis, dans les mots employés. Ouais. Parce que traduire ça en français, ce serait très difficile, parce que chaque mot, il est choisi par rapport au vocabulaire anglais pour avoir une tonalité
médiéval, mais médiéval dans un certain sens. Ouais. Et ça crée une couleur. Les mots qui décrivent les compétences créent une couleur, moi je trouve. Je suis d'accord, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça crée une couleur quand même. Et notamment dans la volonté de pouvoir et la volonté de religion, il y a un côté, il y a une dimension. Tu vois, tu dis, oui, je suis pas sûr que toutes les parties soient religieuses. Moi, j'ai envie de demander à Vivien son avis, mais j'ai la petite intuition que moi, je pense qu'il y a souvent des affaires de religion et de pouvoir et de prise de pouvoir dans ce jeu. Non, si tu parles de pouvoir, oui. Si on parle de religion dans le sens de politique, pouvoir, etc., c'est évident. C'est de ça dont je pense. Tu vois, quand tu as oratory à la place de speech, par exemple, ça crée quelque chose. Quand tu as ancient history, au lieu de je sais pas comment connaissance historique, au lieu de knowledge, en anglais. Ouais, et puis même le prêtre qui a comme on disait avant Suéjeune, il y avait aussi ouais, mais il y a une autre compétence, c'est histoire, anecdote, histoire, enfin voilà, histoire religieuse. Le fait qu'il y ait deux compétences pour ça fait que systématiquement il va se dire, ah mais attends, c'est vrai qu'un prêtre, quand il parle pour convaincre les gens, il utilise des histoires, il raconte des trucs qui se sont passés, et systématiquement ça va le rappeler, au lieu de dire ouais votre Dieu il est bien, il faut y penser, etc. Systématiquement ça va rajouter ça aussi. Moi j'ai un autre exemple, c'est rhétorique. J'ai rhétorique, pas langage. Vous voyez ce que je veux dire ? Rhétorique, c'est l'artifice, comment dire ? La beauté superficielle des mots, si j'ose dire. Convaincre par du Voilà. La rhétorique, ça invite tout de suite à la manipulation, au truc politique. Non, mais c'est vrai. La rhétorique, c'est souvent employé dans un contexte de manipulation politique. Bon, voilà. Donc, je pense que Maxime a noté un point très intéressant là. D'autres critiques négatives, Emmanuel. On va avancer avec toi parce que tu as l'air d'avoir plein de choses à dire sur le jeu. Ouais. Juste pour revenir, moi, c'est vrai que je me suis fait beaucoup de remarques en me disant en tant que MJ. C'est rare d'ailleurs, mais pour une fois, je me suis dit qu'avec cet univers-là, je saurais pas forcément comment le prendre en tant que MJ, et je pense que cet aspect de dire, dans la mesure où t'as pas l'habitude de mener du jeu narrativiste, peut-être qu'effectivement, j'aurais été déstabilisé. D'ailleurs, un autre truc qui m'a beaucoup enquiquiné en me disant, en tant que MJ, je ne le ferai pas. Et là, c'est un point de détail, mais ça me paraît important. C'est la fin où, quand on distribue les pecs, on valorise le perso le plus. Et alors ça, autant en tant que joueuse, mais en tant que MJ, je ne le ferai jamais. J'ai pas assisté à ça. Ah oui, c'était en gros, je résume pour c'est à la fin pour décider qui gagne les points de, en fait, ce qu'ils appellent l'Arta, c'est-à-dire c'est en gros des points de destin, pour résumer grossièrement. Il y a plusieurs types de points de destin, et c'est des points qui vous permettent théoriquement plus ou moins de réussir les jets, même si, même en tant que gros fan du jeu, je trouve qu'ils sont un peu trop faibles par rapport à à l'envie qu'ils sont censés susciter. Je les trouve un peu bas. Shadow se saisit du micro. Non, j'attends qu'il ait fini d'expliquer la répartition de l'XP, après on parlera des points de destin. À la fin de la partie, en fait, on regarde les personnes qui ont agi dans le sens de leurs beliefs gagnent des points. Les gens qui ont accompli un objectif gagnent des points. Les gens qui ont été mis à mal par d'autres éléments de leur feuille de personnage gagnent des points aussi. Et il y a cet élément où on vote avec l'ensemble du groupe. En fait, c'est pas le meneur de jeu qui dit toi t'es le plus balèze, tu gagnes un point. C'est l'ensemble des joueurs qui dit voilà, ouais, je pense qu'on est d'accord, c'est lui qui a eu l'action d'éclat de la partie, il gagne un point. Lui, on va dire, c'est celui que pendant toute la partie il était là, il soutenait les gens. Lui il nous a bien fait marrer cette partie-là, allez, un point. Et voilà. Il y a cette idée qui va complètement à l'encontre, je trouve, d'une certaine logique de jeu de rôle qui est dominante maintenant, à savoir tout le monde gagne autant de points d'expérience. Ouais. Qui est maintenant incontesté quasiment, qui n'était pas le cas avant finalement. Avant, c'était tu as tué le monstre, tu gagnes tant de points. Bon, là, c'est pas la même logique quand même, c'est un peu plus subtil que... Ça dépend de la dynamique, ça dépend de la proposition créative que tu as envie d'encourager en fait. Ouais. Dans le ludisme, c'est normal que les joueurs ne gagnent pas autant de points les uns que les autres, mais dans le simulationnisme, dans le narrativisme, il n'y a aucune raison que les joueurs ne soient pas récompensés de la même manière. Là, je vois ça comme un encouragement plutôt qu'un nivellement par le ok, vous avez tous un point. Emmanuel. Là, pour le coup, avec justement ces histoires de belief qui sont très différents, j'aurais plutôt encouragé un système disant ok, on ne distribue pas forcément le même nombre de points, on valorise les actions de chacun par rapport à leur belief, par rapport à ce qu'ils sont, etc. D'accord, pour faire une différenciation et pas une égalisation, mais par contre, le joueur le plus... Juste apporter un gros bémol à ce que tu es en train de dire, Emmanuel, on ne l'a pas joué. On ne l'a pas joué, donc on ne peut pas en parler. Je t'explique pourquoi. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de jeux comme 3.16, comme Miles Christi, qui invitent les joueurs à se juger les uns les autres à la fin de la partie. Et je t'invite à écouter le podcast sur Miles Christi, si tu ne l'as pas déjà fait.
T'y étais, mais oui, je suis bête, t'y étais. Oh, mais oui, excuse-moi, c'était déjà loin, c'était l'année dernière. Et c'est un jeu dans lequel, justement, le fait de se juger les uns les autres va créer énormément de narrativisme. Mais qui collait à la couleur du jeu aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Oui, là, j'irais pas jusqu'à dire que c'est aussi efficace. Pouvoir religieux, la couleur du jeu, attention, on y va droit. On y va droit, à mon avis. Vous étiez pas loin de me juger comme sorcière hérétique quand je jouais vraiment ma Liliana Vest noir-bleu. Sur la fin, quand tu intervenais, moi, quand je te voyais pas intervenir, j'étais pas loin de te mettre un coup de hache. Voilà, donc ça peut être important. Mais voilà, donc j'invite vraiment à pas aller trop dans le jugement hâtif par rapport à ça, parce que tant qu'on ne l'a pas joué, on peut pas trop dire ce que ça donnerait en campagne. Parce qu'à mon avis, ce genre de dynamique, ça va être surtout en campagne que ça va commencer à peser. Et là, ça aurait été compliqué de juger, en plus, parce qu'on a plus ou moins tous été dans nos beliefs, quoi. Et bien, quoi. Oui, mais pour autant, on avait déterminé quand t'étais parti au chiottes que c'était toi le meilleur. Parce que quand même, dans l'attitude et puis dans l'utilité du personnage, dans ses actions, t'as sauvé la mise. T'as été moteur, en fait. Dans l'utilité, oui, mais dans le respect des beliefs, je pense que c'est presque plus Emmanuel, parce que moi, si tu lis mes beliefs... Ah bah après, il y a d'autres éléments. Oui, mais c'est dans le scénario, je crois que Vivien a bien précisé, c'est pas par rapport au respect de sa feuille de perso, c'est celui qui a été le plus moteur au niveau du scénario. Le plus, effectivement, c'est autre chose que les beliefs. Les beliefs, ils ont leur récompense, ce que j'ai dit, et le plus intérêt, enfin voilà. Bon, voilà. Après... Emmanuel, on continue c'est un point de détail. J'en arrive à l'histoire du combat d'arguments. Ah, d'arguments ou combat les deux. Les deux. À mon avis, les deux se traitent différemment. On commence dans l'ordre de la fiction, peut-être. D'abord le combat physique, parce que c'est le premier qu'on a eu à faire, et ensuite le combat d'arguments. Donc, alors le combat physique contre l'ours. C'est Maxime qui avait pas mal de choses à dire. Non, je réfléchis en fait juste d'un coup. Alors déjà un truc sur les compétences avant de passer au combat, c'est qu'il faut dire ce qui est en fonction du MJ. On est quand même au début très faible, quoi. Pas du MJ. Bah si, parce que c'est toi qui fixes la difficulté des jets. Je la fixe pas tant que ça. Il y a quand même théoriquement des... ça m'arrive effectivement à un point près, je suis d'accord. Il faut voir que les actions d'éclat sont très difficiles à faire, quoi. Oui. Parce que de base, tu as effectivement une ou deux compétences à 4. Certains en avaient des à 5 maximum. Tu pouvais rajouter, dans le meilleur des cas, 2 compétences. Ouais. Éventuellement un copain qui t'aide. Ou plusieurs. Normalement, plusieurs personnes peuvent t'aider. Nous, en moyenne, on arrive à un maximum de 8-9 dés. Et là, c'est dans les excellents cas. On est très aidé. C'est gentil, hein. Moi, c'est plutôt souvent 5 ou 6. Oui, non, mais j'ai dit dans les excellents cas. C'est les cas ultimes. Ce qui fait qu'en moyenne, on a, et sur une moyenne là-dessus, on a 4 réussites. Alors qu'en moyenne, on est plutôt à 5 dés. En moyenne, on a plutôt 5 dés, donc 2,5 réussites. En gros, on a toujours moins d'une chance sur 2 de l'emporter. Toujours. Voilà. Ouais, quasiment. Voilà, en gros, on avait moins d'une chance sur 2 de l'emporter pour quasiment toutes nos actions. On se sent pas. On fait tout pour éviter les jets de dés. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte au début, on faisait tout pour éviter les jets de dés. Carrément. Et on ajoute que les points de destin, comme j'avais décrit, permettent soit de relancer les 6, soit d'ajouter un dé, quoi. Oui, puisque là, c'est un peu ce qui est dommage pour un jeu, entre guillemets, qui encouragerait une proposition créative narrativiste. Et c'est pour ça que j'étais pas trop sûr de la proposition créative. Ouais, mais là je suis d'accord, je les trouve un peu faibles. C'est que, bah oui, parce que du coup, là, le lancer de dés, je vois pas en quoi les beliefs peuvent être joués à ce moment-là pour aider. Je vois pas en quoi, si on est cohérent avec sa moralité ou avec son personnage. Ah non, là-dessus, je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois, il y a eu 2-3 fois ou de circonstances, tu nous as filé un dé ou 2. Je sais pas si c'est dans les règles. Si, les dés d'avantage, c'est dans les règles. J'ai filé des dés quand vous avez brandi la tête du... Ça, donc on y viendra au moment des combats. Mais au niveau des tests de compétences pures, je me souviens pas. C'est la même raison. On a eu quelques bonus de temps en temps. J'ai trouvé ça souvent frustrant. Alors, sans parler de propositions créatives, juste dans les faits. Soyons honnêtes, c'est le sentiment dominant des tables auxquelles j'ai fait jouer. C'est le problème, peut-être le problème majeur. Il y en a qui se découragent assez vite parce que la difficulté est très élevée, nécessite systématiquement d'avoir un maximum de dés, et même là, on peut échouer quand même. Et en même temps, en toute logique, on n'est pas des héros, on est tout jeune, on a même un petit côté loser. Donc ça me paraît renforcer ça, c'est pas inintéressant. Adolescent en tout cas, je sais pas si tu dirais le dire, mais adolescent. On est des personnages en devenir en fait. On joue des gens qui sont en devenir, qui vont se réaliser. Mais en termes d'XP, ça s'améliore ça ou pas vraiment? Ça s'améliore. Alors après, on n'a pas du tout joué les XP, il faut bien reconnaître, parce qu'on avait beaucoup de choses à jouer. Théoriquement, l'expérience, c'est un des premiers trucs à jouer. Normalement, on ne joue pas les duels physiques élaborés, les duels machin. Un des premiers trucs à intégrer, c'est l'expérience, parce que c'est nécessaire dès le début du jeu. On peut aller assez vite dans des compétences basses. Le truc, c'est qu'il faut faire quand même 2-3 G de la même compétence quand même pour pouvoir grimper. Après qu'on réussisse ou qu'on échoue à un test,
on coche quand même, donc on peut progresser même en faisant que des échecs. Ouais. Malgré tout. Bon. D'accord. Est-ce qu'on survit? Très bien, non, voilà, sachant qu'en plus on relance pas les échecs encore une fois. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Oui. Pas de ça. Si, on en a parlé. Et on a été très cohérent là-dessus et ça c'est cool. Ouais, juste pour dire, mince, j'ai oublié entre temps. Mais en tout cas, le jeu encourage à s'allier, à avoir ses amis avec soi et à se booster au maximum. Et ça, c'est peut-être aussi une volonté justement pour dire, ok, vous avez des objectifs qui diffèrent, mais si vous vous foutez pas ensemble. Il y a eu une scène pas mal d'ailleurs là-dessus. À la fin, quand Gunther revient au village avec la tête de la bête et qu'il essaye de convaincre, bien que moi-même je ne sois pas spécialement convaincu par le fait qu'il faille condamner Angard Smith spécialement et le stigmatiser auprès de tout le monde, là où c'est un peu l'intention de Gunther de façon à retourner le village vers le vrai dieu, et ben parce que j'ai vu que sa hache était extrêmement efficace pendant le combat, je me retrouve quand même obligé d'aider Gunther par intérêt à ce moment-là. Et d'ailleurs, il le sent. Il y a une scène très intéressante parce qu'on sent que il se sent pas aidé d'un point de vue des convictions, mais vraiment pour sa force et tout. J'aurais bien voulu voir comment ça aurait été développé par la suite, cette idée-là. Mais du coup, ce que tu dis là, on l'a vécu dans le contenu fictionnel de la partie. Donc c'est vrai que c'est intéressant ça, ce côté par intérêt on reste ensemble. Alors le combat, je sens que Manuel avait l'air motivé pour le physique. Combat. Tu vas en parler toujours le sujet le plus délicat. délicat. Alors c'est vrai que ça devrait pas être à moi d'en parler parce que je suis toujours j'ai tendance à m'emmerder ferme pendant les combats. Moi je veux bien sinon. Là bon, en l'occurrence, ouais. Moi, je veux bien en parler. Vas-y, si tu veux. Mais j'ai quand même au moins une critique. D'abord, on va en parler et ensuite tu fais la critique peut-être. Qui consiste à dire que il y a absolument rien d'original à part les scripts et que je comprends pas à quoi il sert. On est en 2000. Attention, il faut pas le chercher. Mais... il faut vraiment juger ce jeu comme un jeu des années 2000, c'est très important. Attention, donc juste pour effectivement comme Maxime disait, le combat en gros c'est on a 3 actions ou plus, on écrit face cachée, enfin en le cachant à l'adversaire les actions. Ouais. Ça peut être en combat, il y en a 10 millions, mais en gros, ça peut être attaquer, parer, contre-attaque, charge, prise de lutte, on va dire, balancer l'autre, enfin ce genre de truc, quoi. Sachant que c'est un peu du pierre-papier-ciseaux, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont. Oui, c'est ça. Si tu fais une contre-attaque contre quelqu'un qui défend, en fait, t'attends qu'il t'attaque pas, il se passe rien. Une feinte, ça marche mieux contre, je sais plus, contre une défense que contre si l'autre t'attaque, ça ne marche plus du tout. Voilà. Enfin, ce genre de choses, quoi. Effectivement, il y a un petit côté pierre qui est renforcé dans les autres versions du jeu, par contre. En quoi c'est narrativiste ça? Mais ça l'est pas. Bah non. On est d'accord, c'est pour ça que je dis qu'il y a des mécaniques. C'est pour ça que je te disais Oui, mais alors après on pourra juger sur le narrativisme parce que le narrativisme après c'est pas parce qu'une mécanique l'est pas que je sais bien. Mais je suis d'accord, le jeu vise la stratégie, l'optimisation à ce niveau-là, le guessing. Il faut réussir à anticiper les résultats potentiels de notre première action et ce que va faire l'autre. Et donc anticiper nos deuxième et troisième réactions. Et ce qui du coup moi crée une grosse faiblesse moi je trouve dans le combat, qui est le manque de place pour la narration dans le sens et l'adaptation, dans le sens où quand je me fais jeter au sol, c'est pas parce que j'avais prévu de faire une contre-attaque plus tard que là je vais pas du coup un guerrier il est jeté au sol, il réagit normalement à ça. C'est pas parce que 10 secondes plus tôt il avait prévu de faire ça qu'il va attention pas ton micro toi. Pardon, je m'emballe. Il y a déjà il y a un point qui est très difficile à accepter, qui est bien ou pas, j'en sais rien, c'est qu'il y a beaucoup de raisons dans un combat de se retrouver à ne rien faire, parce que t'es dépassé par la stratégie de l'autre, parce que l'autre t'a déstabilisé, c'est-à-dire qu'il t'a mis à terre, effectivement t'avais prévu un truc. Alors ça peut être ridicule par moment, et à d'autres fois, ça reflète peut-être une espèce de violence du combat, où le moindre instant de la moindre maladresse, la moindre hésitation, en fait, t'es fatal, quoi. Moi, en tout cas, Maxime vient bien résumer la principale critique que j'aurais à faire au combat. Mais je comprends, j'affirme pas la suprématie hyper aléatoire de ce système. En plus, parce que en fonction, si tu as estimé que tu réussirais ta première action et que finalement tu te fais fourtre au sol, tu te retrouves dans une situation complètement de merde pour 2 tours. C'est que les combats sont sans pitié, quoi. Ouais. Enfin, moi, l'ours est arrivé, j'avais aucune chance de m'en sortir. Oui, mais c'était logique. Peut-être, mais j'ai pris un coup et je suis mort. Non, mais ça, c'est la faute. Il n'y a pas eu à discuter. Non, c'est pas de Daniel. Il t'a immobilisé 2 fois.
Donc il t'a immobilisé une première fois pour t'affaiblir. Il m'a acheté au sol, il m'a bloqué. Pour te bloquer complètement. Donc tu t'es retrouvé aux prises avec un ours qui avait perdu du temps pour te bloquer, pour ensuite te mettre un coup de griffe. Là où je vais totalement un coup de dent. Il lui a arraché la gorge avec ses dents. C'est quand je dis qu'ils sont sans pitié, c'est que on est 4. L'ours est arrivé, je prends Warhammer. L'ours arrive, fait une attaque, je riposte, les autres interviennent dans le combat, les actions s'enchaînent. Voilà. Là, l'ours arrive, il fait 3 actions. Moi, je suis un prêtre, pas d'armes. Mes 3 actions, c'est esquiver. J'ai rien d'autre et pendant 3 actions, je vais manger. Immobiliser, me croquer, c'est terminé. Et vous arrivez dans le combat à ce moment-là. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai 0 chance de m'en sortir. C'est sans pitié. C'est vrai que j'avais pas vu ce côté. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Vivien, quand tu dis qu'un jeu n'a pas à être totalement narrativiste, etc. Enfin, moi, vraiment, je suis d'accord avec ça. Je vois pourquoi tu fais cette remarque. Je me la suis faite moi-même. Ouais, tu trouves pas ça un peu bizarre quand même Alors, c'est une des raisons pour lesquelles ce jeu déplaît à beaucoup de gens, en fait. C'est qu'à la fois, il faut aimer faire des conflits moraux, avancer, s'engager personnellement et tout ça. À la fois, il faut aimer faire de la stratégie, du guessing, comme on a dit, connaître des règles, parce qu'il faut les connaître, ces règles. Hein. C'est normalement, il est bien dit dans le bouquin, le MJ, si tu joues un guerrier, t'apprends les règles. Le MJ, il te les apprend au début si tu veux, mais après, tu les connais. C'est ton boulot. Si t'es mago, t'apprends les règles de magie, c'est pas au MJ de te les rappeler. Chez nous, on fait comme ça et c'est comme ça que ça marche. Quoi. Enfin, il est très et ça demande et en même temps il y a un petit côté médiéval réaliste avec ses compétences très précises, etc. Donc il faut aimer quand même un petit peu le simulationnisme malgré tout, parce qu'il faut aimer se mettre dans la peau. Et clairement, j'ai l'impression que c'est un problème de placement en fait. C'est un jeu pas trop où on est. Quoi. Pour moi, c'est pas un problème, c'est ça le truc, c'est que en fait, je l'aime comme ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que je suis d'accord en fait quelque part. Parce que toi, tu aimes le jeu de rôle, tu aimes le ludisme, tu aimes le narratif, tu aimes le simulationnisme entre guillemets, tu aimes tout le jeu de rôle, et donc ce jeu en fait, c'est un peu le jeu de rôle total qui présente toutes les manières de jouer. On peut se faire un scénar totalement ludiste où on va faire du combat papier-ciseaux avec des mecs qui s'y connaissent à fond en sortilège, en machin, faire essayer de la stratégie, comme on peut faire du super sim en mettant en avant l'esthétique des personnages. Ouais, mais sans jamais oublier cette couche quand même de narrative, ce qui me paraît primordiale, et que si tu l'enlèves, tu y joues pas. Tu peux ne pas faire de... Bon, après, ça marche moins bien si tu fais pas de fight ou de duel un peu avancé, mais si t'en fais pas, tu joues quand même à Burning Wheel pour moi, alors que si t'enlèves les beliefs, là, vraiment, t'as plus... Pourtant, en fait, c'est un jeu bien équilibré dans le sens où c'est un peu ce que tous les jeux de rôle tradis promettent, en disant vous pourrez jouer tout ce que vous voulez. Vous pourrez jouer des intrigues politiques, vous pourrez jouer des conflits machins, mais qui dans le fond mettent des mauvaises règles pour le faire. Alors qu'à côté de ça, les règles de combat sont hyper ludistes. Alors que pour toi, Burning Wheel, il a su utiliser des bonnes règles pour faire ces choses-là au bon moment, et il permet donc de tout jouer. Il encourage à tout jouer, il encourage à tout bien jouer. Je viens d'avoir une révélation. Ça explique aussi cette sensation que j'ai eue pendant la partie, qu'on ne jouait pas ensemble, mais qu'on jouait les uns à côté des autres. Parce que pendant que l'un était en train de faire sa proposition ludiste avec toi, de combattre contre l'ours, nous autour, on était un peu bras croisés à attendre la fin du combat. Et de même, lorsque... Ah putain, ça explique trop de trucs en fait. Ah mais oui, mais non, mais c'est ça. On n'a pas joué ensemble, on n'a pas joué au même jeu. Non mais pourquoi non, là je trouve ça exagéré. Non mais il y a un peu de ça, effectivement. Pendant le combat, ça oui. Il y a des fois où moi j'ai pris mon PC et il y avait des scènes où j'ai pris mon PC et j'ai fait autre chose, quoi. Parce que je me suis dit ça prenait vraiment trop de temps. Mais ça c'est parce que dans Burning Wheel ils ont pas écrit de règles comme quoi t'as pas le droit de mettre ton PC sur la table. Ouais, j'ai eu un petit peu une sensation. Non mais tu sais, j'ai eu un peu une sensation, ce que j'appellerais le syndrome Shadowrun. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. ou le syndrome Rêve de Dragon, ou tous ces jeux où il y a une sous-mécanique super longue et où il y a une partie des joueurs qui se sentent pas impliqués parce que soit parce qu'ils n'aiment pas les systèmes. Mais je suis d'accord sur l'équilibrage. Je suis d'accord avec Maxime sur l'équilibre. Je me pose une question sur est-ce que du coup dans ce jeu t'as pas tout intérêt à créer un perso comme Gunther, c'est un perso combattant. Parce que j'étais combattant, mais j'avais des tas de compétences à côté qui étaient dans le narrativisme, dans l'oration, et du coup, moi, j'étais dans toutes les propositions. D'où le personnage of the game, peut-être. Voilà, aussi. parce que moi, je pouvais à la fois être dans la religion parce que ça m'a intéressé. Je pouvais Attention à ton micro, toi, mais tu te crois que je fais des gestes, excuse-moi. Je parle avec les mains, yes ou italien. Oui, peut-être. Parce que d'un côté, je peux faire être orateur, je peux être religieux, je peux être combattant, je peux être obtus, donc je pouvais être de toutes les propositions créatives. Mais tu dis ça, mais la magicienne est pas mal non plus, parce que si j'avais voulu jouer un peu de bâton, j'en aurais mis dans la gueule. Oui, ce que je veux dire, c'est que mais surtout, toi, tu vois, quand t'avais tes scènes d'alchimie et compagnie, j'avais rien j'avais quand même quelque chose à dire à ce moment-là. Je pouvais faire mon relou en disant en termes de religion, c'est pas cool. J'avais
toujours quelque chose à dire et j'avais toujours quelque chose à faire parce que j'avais des capacités martiales. Mais aussi parce que toi, en tant que joueur, t'as pas mal d'imagination et que tu sais investir dans une scène. Tu sais optimiser, enfin, tu sais tirer profit, on va dire. Ça, c'est important. De toutes les petites possibilités. Aussi parce que t'as une bonne expérience du jeu de rôle et que du coup, t'as l'habitude de différents types de jeux de rôle, des cibles, des nards, des machins, et donc du coup, tu sais intervenir dans les différentes scènes. Comme Vivien, et c'est probablement ce qui lui plaît dans le jeu finalement, c'est que ça lui permet de faire un peu tout quoi finalement ce qu'il aime. Alors ce qui maintenant, est généralement pour la cellule un défaut. Ouais, non mais je sais bien, c'est un jeu vraiment très problématique à ce niveau-là et pour moi quelque part, enfin et ce sera sans doute pas le cas de la plupart des gens, il tient un peu du miracle parce qu'il tient en équilibre sur beaucoup de choses casse-gueule. Et c'est un équilibre instable et c'est voilà. Je suis en train de chercher ça en ce moment aussi pour un jeu que je développe. Maintenant, je trouve aussi que l'intérêt par exemple, alors peut-être par rapport à des jeux où d'habitude dans les jeux, il y a que le combat qui est développé comme ça. Dans celui-là, il y a aussi j'allais dire il y a aussi le tir à l'arc, mais il y en a qui diraient que c'est le combat, mais il y a encore d'autres règles pour le tir, etc., l'embuscade, le skirmish en fait, le fait de se planquer, d'essayer de... Et il y a les règles pour le combat social qu'on verra tout à l'heure. T'as déjà essayé de jouer à Shan Renaissance? Et je pense qu'il pourrait te plaire ce jeu. J'ai joué à Shan le précédent il y a longtemps. Le précédent, non, je te parle du Renaissance, le nouveau, parce que le premier Shan, il était dysfonctionnel par bien des points. Mais le dernier, là, il me fait beaucoup penser à ce que tu décris là par rapport à Burning Wheel. Un jeu très bien équilibré. Alors, ils disent que c'est ludiste et ils ont raison. Hein. Les premières parties sont vraiment ludistes et au fur et à mesure, le sim et le nar arrivent. Ouais. Donc c'est un jeu qui est intéressant de ce point de vue. Je pense que Vivien il préfère un fond nar avec un peu de lud par-dessus. Ouais, alors que là c'est vraiment un fond ludiste. On commence à avoir des anagrammes et tout. Oui, il faut j'essaie de voir le fond avec le dessus. Est-ce que c'est différent du dessus avec le fond? C'est vrai qu'on fait des gros résumés, on n'est pas clair. C'est des gros théoriciens, allez-y. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le combat physique? Pour dire que je comprends. Il est sans pitié le combat physique. Et les armures, c'est complètement cheaté. Parce que moi, j'ai vu, je lance 6 dés avec mon armure. Si j'en réussis 2, donc là, largement plus qu'une chance sur 2 chances sur 3, j'annule l'attaque. Donc vraiment, c'est vraiment le mec en armure complet. Faut. C'est vrai que tu parles avec le corps, toi. Moi, avec. Faudrait presque te filmer pendant les podcasts. Faudrait que je fasse des vidéos en fait. Et du coup, vraiment, moi, je me suis pas senti balèze parce que mon premier coup de hache, quand j'ai compris le système, j'étais là. En fait, je vais jamais lui faire mal. Mais par contre, quand il m'a tapé, j'ai fait mais toi, tu vas rien me faire non plus, ça va être ridicule. Et heureusement, il y avait les coups de lance et d'autres trucs qui m'ont bien aidé. Et puis, il y a eu un coup de bol à un moment. Un coup de bol qui a fait un dégât maximal. Ça fait pas très mal, un bol. Wow. Là, c'était une hache en l'occurrence. Une hache bénie. Une hache bénie par les dieux. Voilà, une hache vengeresse. Voilà. Bon, là où on a été très con, c'est qu'on aurait pu mettre l'armure à l'appât et il aurait survécu. Exactement, mais bon, carrément. Je vous ai laissé faire. Un appât qui avait une armure naturelle, enfin un bouclier magique naturel, par exemple. On n'a pas été très malin. Mais c'est vrai, faut reconnaître que c'est ça. Et puis, il y a plein de stratégies. L'ours contre l'armure, on en a parlé un peu avec Maxime. Il y a des. On aurait pu aussi se faire. Mais c'est pareil, il faut vraiment. Il aurait pu m'avoir et m'ouvrir comme une boîte de conserve. Ouais, c'est ça. L'ours fait enserre le truc dans ses pattes et il finit par lui déchirer la gorge aussi, comme avec l'autre, où il lui défonce l'armure jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bon, c'est plus risqué pour l'ours, ça, par contre. Mais voilà, il y a des stratégies et ça demande un apprentissage. Même moi, je me plante les 3 quarts du temps dans mes actions parce que j'optimise pas. Je me fais défoncer mes PNJ quand c'est pas des ours géants mutants morts-vivants qui aident. Et voilà. Mais c'est ça, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? J'en ai fini pour le combat physique. D'accord. Eh bien, on va au duel de rhétorique. Ouais. Alors, le combat rhétorique. Le combat moral. Le combat. Donc, le duel rhétorique, si on explique, c'est la même chose. En gros, en beaucoup plus simple, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup plus de jets complexes, etc. dans le fight, mais en duel de rhétorique, il y a 6 ou 7 actions possibles, dont essentiellement celle où on avance un argument, celle où on attend un argument de l'autre et on lui retourne. Et sensiblement la seule chose qui a été faite. Ouais, gros, globalement, c'est voilà. On a le pendant du combat, c'est-à-dire au combat, ça va être donner un coup, contre-attaquer. Là, les cartes, ça va être, les cartes. Parce que donner un argument et contre-attaquer. Donner un argument, contre-attaquer. Il y a aussi la possibilité de
de blablater dans le vide pour détourner l'attention. Il y a possibilité de limite s'énerver et d'énerver l'autre, de chercher des failles. Et il y a l'opportunité de tenter un coup final, genre l'argument de ouf, qui est si ça passe pas, je suis dans la merde, mais si ça passe, c'est fini et je te défonce, quoi. C'est ça. Et il y a un système de résistance, c'est-à-dire qu'en fonction de nos capacités oratoires, d'une statistique, je sais plus laquelle, et des bonus de circonstances, on a un score de résistance à notre argument. Des points de vie, quoi. On peut des dire, points de vie, moi j'ai commencé à 6 et lui à 5. Ouais, oui, c'était pas. Donc de base, on commençait avec un avantage, mais bon, petit. Pas énorme. Et en fait, quand on fait les jets, en fonction des compétences qu'on met en place, des copains qui nous aident, des compagnies, on lance plus ou moins de dés comme un jet de compétences. Et derrière, on voit la résistance de l'autre, et en fonction de l'écart entre les deux, c'est le nombre de points de vie qu'il perd. Du coup, on a cru que ça allait très vite, parce que dès le début, j'ai mis un argument qui lui a enlevé 3 ou 4 points de truc, il était plus qu'à 2. Ouais. D'ailleurs, je l'en ai à nouveau retiré 1, donc il était plus qu'à 1, mais à ce moment-là, il y a 2 arguments à lui qui sont passés, qui m'ont retiré pas mal de points. Ouais. Et ça s'est joué sur le dernier argument. Ça a été quand même vachement plus rapide que le combat. Ça a duré, sans comparaison. Ça a duré 5 minutes. Quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là où le combat. Pardon, tu voulais parler, Manu ? Vas-y, là où le combat semble assez frustrant en termes de réactivité, etc., je trouve par contre que pour les duels de rhétorique, ce système de coups qu'on choisit à l'avance est beaucoup mieux. Parce que, bon, ça c'était une mode vraiment entre les années 2000, en gros à l'époque, en une période forgienne, on va dire jusqu'à la fermeture de la forge, tous les jeux, on voit qu'ils structuraient la discussion. Ouais. Je me souviens qu'avec Jérôme, il y a longtemps, on parlait justement du jeu de rôle comme, on donnait une définition du jeu de rôle comme structuration de la discussion. Et là vraiment, on voit bien que ces jeux visent à éviter les rôlistes qui se perdent dans des argumentations les uns face aux autres et qu'il n'y ait pas de règles pour les prendre en compte. Exactement. Là vraiment, il y a des cartes, enfin il y a une structure. Oui, il n'y a pas de cartes, parce que c'est ce que j'ai créé pour argument, aider, mais voilà. Tu as créé des cartes. Et là, il y a un argument à dire. Là, il y a une défense à faire contre l'argument. Là, et ce côté-là, pour structurer ces débats-là, et ben là, moi, je le trouve pas frustrant. Je le trouve au contraire créateur. Et le fait d'être sur des rails comme ça nous aide à trouver des arguments, à réfléchir. Alors, Emmanuel n'est pas du tout d'accord, apparemment. Moi, j'ai trouvé que dans ce conflit-là, structuré et organisé par le système, il y avait zéro tension par rapport aux autres conflits qu'on avait eus et qui n'étaient pas structurés. Et notamment que le fait d'arriver à un compromis parce qu'il avait perdu beaucoup de points était hyper artificiel, alors qu'on était arrivé naturellement au compromis les coups précédents. Alors ça... Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que ça vient vraiment de ton habitude du jeu de rôle classique, justement, ou du jeu de rôle comme Sens, dans lequel, justement, la discussion... Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, pour avoir l'habitude des jeux qui structurent comme ça l'argumentation, si autour de la table... En fait, je t'explique le point. Si autour de la table, tu as des joueurs qui ont du bagou, qui ont des arguments naturellement, etc., ce que tu dis est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser la discussion libre. Les mecs, ils sont capables naturellement d'avoir des bons débats et de faire évoluer des débats, tu vois. Évidemment, on joue avec des podcasteurs de la cellule. Les mecs, ils ont l'habitude du débat, si tu veux. Ils prennent le micro toutes les semaines pour faire des podcasts. Donc voilà, ils ont l'habitude du struggle. Mais quand tu joues avec des joueurs débutants, des joueurs qui ont des difficultés à prendre la parole, des gens timides, eh ben, ces systèmes te permettent de faire jouer à un timide un mec très éloquent. Et donc, ce que tu dis, c'est vrai dans le contexte où les joueurs savent faire du roleplay, sont très... Mais par contre, ce genre de système invite des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses à le faire et à le faire bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mais je suis tellement d'accord. Mais en fait, à l'époque, comme tu dis, ça s'est vraiment développé. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel. J'ai découvert le principe sur la partie. Découvert le principe de duel oral à peu près cette période avec Hero Wars ou Burning Wheel. Et pour moi, clairement... Ça m'a enlevé un problème qui me saoulait, mais grave, dans les parties de jeux de rôle. Effectivement, c'était soit... Alors, Dogs, je le connaissais pas à l'époque, j'ai connu beaucoup plus tard, en fait. Soit les joueurs... soit il y a 2 joueurs qui causent super bien et ça prend 10 plombes. Ils parlent, et il y a un moment où les joueurs... Parce qu'on parlait du sous-système de combat, genre le mec qui veut se battre et il fait chier tout le monde, mais alors 2 personnes qui parlent et les autres qui regardent parce qu'ils... Qui veulent pas se taire, qui veulent pas se mettre d'accord au bout d'un moment. Ouais, c'est au moins autant gavant en fait que des gens qui font de la stratégie en fait à regarder. Moi ça m'est arrivé plein de fois de me faire chier parce que
mon personnage avait pas de raison, ou il était plutôt du genre timide, j'avais pas envie de rompre en fait la logique du personnage, et je regarde les gens et ils parlent et ça dure pas. Voilà. Et l'autre truc, c'est aussi qu'un joueur qui a du bagou n'a pas forcément un personnage qui a du bagou, et il y a trop souvent des personnes qui ont tendance à se lâcher sur leur perso. De l'avantage de moi qui prends un perso combattant, donc j'ai l'avantage du combat, et en plus vu que j'ai du bagou, j'ai l'avantage du bagou, quoi. Oui, mais toi on a dit que tu faisais tout à chaque fois. Ouais, mais pas toujours. Oui. mais non, mais oui, voilà. On voit bien quand même que ça. Mais par contre, sur la partie, Emmanuel a raison. Oui, sur la partie, dans les faits. Dans le cas qu'on a fait, mais on voulait tester le conflit oral. Parce que et j'ai très rarement vu des gens aussi capables de s'entendre sur un compromis. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est rarissime. Hein. Toutes les parties où j'ai pas eu de système de gestion, les gens se défoncent pendant. Mais attention, parce que on a aussi remis à plus tard pas mal de conflits. C'est-à-dire que dans nos compromis, c'était souvent OK, on fait ça. Mais demain, je te pète la gueule. Moi, je regarde Maxime en disant ça parce que. Moi, régulièrement, quand je disais OK, on fait ça, mais t'as 24 heures et pas une minute de plus. Ouais, c'est ça. Souvent, c'était Gunther qui posait un peu les règles du jeu. À la fin du conflit, il disait OK, on fait ça, mais si ça marche pas, je te pète la gueule. OK, on remet. Donc, c'était un peu remettre à plus tard quand même. Il y a un moment donné. Mais au final, on a fait. Entre Gunther et moi, ça aurait pété, c'était sûr. Ça aurait dépendu de ta. Regarde-le, c'est lui qui fait la loi. Regarde, vous l'entendez là Ça aurait dépendu comme si moi, ça pouvait pas dépendre de moi, quoi. Genre, justement, de ta réaction avec ton oncle. Si t'avais accepté qu'on le bute, OK. Si t'avais commencé à me le défendre, mais alors là, non, la hache, elle parlait. En fait, avec Max, t'as pas besoin de. Parce que il y a. moi, c'est Maxime, notre système de résolution de la parole. En fait, moi, je supporte pas les cas de discussion qui mènent à rien. Ouais. Moi, je préfère, même si c'est contre ma logique, je préfère trancher comme violemment. Dit-il avec une hache dans les mains. Moi, je préfère trancher. C'est pour ça que je t'ai mis au pied du mur. T'étais en train d'essayer de négocier. J'ai dit non, je m'en fous, on négocie plus. Tu me dis ce que tu veux faire. Si t'as pas d'idée, c'est moi qui décide. Donc vas-y, je te donne l'opportunité. Décide. Tu vois, ça. C'est un système de résolution en fait. Oui. Vous voyez, ça, vous voyez, il est en train de. Maxime est un système de résolution. Oui, non, mais c'est vrai. Quand il dit si, alors. Oui, je suis d'accord. Voilà. Hein, c'est tellement il se supplée. Donc, tu vois. Bon. N'empêche que du coup, alors je sais pas si c'est une conséquence de la réaction des réactions de Maxime ou quoi, mais j'ai eu l'impression qu'on avait vraiment une démarche qui consistait à dire, justement pour pas que la discussion aille nulle part, qu'à chaque fois on avançait un petit truc en plus jusqu'au moment où moi j'ai dit voilà, quand même mes compétences c'est de faire un piège, donc on va essayer de faire un piège avant de faire tout le reste, par exemple. Où c'est vrai que sur la prêtrise, il l'a très bien fait pour Shadow l'a très bien fait pour se disputer le lit. Au bout d'un moment, pour dire voilà, non, j'ai besoin du lit pour prier. Ensuite, j'ai besoin du lit pour ça. J'ai besoin du lit pour ça. C'était vraiment dramatisé en fait. À chaque fois, il y avait un truc en plus qui s'ajoutait. Ça tournait jamais en rond sur les mêmes arguments. Quoi. Et c'est ce qui fait qu'on avait moins alors besoin. qu'au final, dès qu'on applique le système, on a tendance à presque empêcher. On l'applique le système. Ah, attendez. On applique le système même dans la narration libre. Pourquoi ? Parce que ici, par exemple, t'as entendu ce que tu viens de dire ? Tu viens de dire, j'ai fait des pièges, il a fait de la prêtrerie en regardant le prêtre. Toi, t'es un trappeur, t'as fait des pièges. Tiens, bah oui. Pourquoi ? Parce que on a joué en fait nos compétences aussi. On n'a pas envoyé la magicienne au casse-pipe avec une hache, forcément. Non, le prêtre. Je veux dire, et le système. Quand on dit on n'a pas joué le système, bah si, parce que la fiche de personnage qu'on a sous les yeux et qui nous inspire dans les scènes qu'on va entreprendre, ça fait partie du système de Burning Wheel. Je veux dire, il nous met une fiche. On oublie ça parce que c'est tellement naturel dans le jeu de rôle d'avoir une fiche sous le nez que maintenant on oublie ça, mais ça fait partie du système. Il faut voir un truc, c'est qu'on a choisi de déclencher le conflit oral pour tester le système de conflit oral, alors qu'on était tous d'accord dans la façon dont on est rentré en ville comme ça, qu'en théorie juste un test aurait suffi et qu'on n'était pas obligé de lancer un conflit oral mais complet. C'est plutôt qu'on n'avait plus tellement de temps. Moi je trouve ça bien. Après, théoriquement dans le jeu, c'est le bon moment pour lancer un conflit oral contre le grand méchant aussi, entre guimets. Ouais, c'était pas mal. Vraiment. Mais bon, c'était pas un grand méchant. Si t'es pas content, un coup de hache, c'était fini. Après un coup de hache entraîne des conséquences. Ouais, on se barre. Pour sa tête aussi, mais. Et en même temps, je pense que cette dernière discussion, si on l'avait fait en libre, je pense qu'elle aurait pu monter dans les degrés, elle aurait pu être plus intéressante. Peut-être j'aurais pris parti pour les villageois et pour le forgeron. Peut-être que... Je sais pas, il me semble qu'on l'a gardé au ras des pâquerettes, que le système l'a gardé au ras des pâquerettes. Donc en fait, toi, tu as ressenti la même frustration que dans les combats physiques, c'est-à-dire ça va complètement contre ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est-à-dire que toi, tu as vraiment ressenti la même frustration que dans les combats physiques au sujet des combats moraux, enfin au sujet des combats oraux. Mais est-ce que tu aimes bien les conflits systémiques avec des systèmes, toi ? Est-ce qu'il y a des systèmes de conflits que tu aimes bien dans les jeux ? Je sais pas, il y a assez peu...
Là, t'en as testé. Parce qu'à t'entendre, à te voir jouer, j'ai pas l'impression que c'est ton truc. Non, j'ai pas l'impression d'utiliser beaucoup de jeux qui le font de manière à ce que tu aimes ça, toi. Je sais bien que dans Agon, on peut se prendre un bouquin dans la tronche, mais on n'est pas sur le même type de système. Non, effectivement, ça correspond pas au type de jeu que je joue spontanément. Alors, ça correspond à ce que je peux jouer ici, mais... Je sais pas comment ont ressenti Maxime et Romaric qui, eux, étaient dans le conflit. Parce que, du coup, Emmanuel, toi, t'étais aussi à l'écart, parce que finalement... J'étais à l'écart pour le coup du lit aussi, et pour le coup du lit, je me suis régalé, quoi. Ouais, c'est vrai, mais ouais. Moi j'ai trippé. Moi j'ai stressé aussi. Putain, mais mon argument il est génial. C'est pas normal qu'il passe pas là. Les dés, soyez avec moi, putain. D'accord, parce que moi j'ai bien aimé aussi. Donc, moi j'ai trippé. Et le compromis final, parce que ce qu'on j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Ah, vraiment très bien. D'accord. Mais tu vois, le truc c'est que quand tu prends du recul, alors je suis d'accord avec toi que dans l'instant, ça tue l'amour un peu, la rigidité du discours, on cadre comme ça. Mais quand on prend du recul sur la fiction, quand on prend du recul sur le contenu, qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on a fait, et qu'on voit la scène, elle est hyper belle cette scène. Ouais. Le chevalier qui arrive avec le cadavre du prêtre. Enfin non, c'était moi qui arrive avec le cadavre du prêtre qu'on vient d'embaumer. Et lui qui arrive avec la tête, qui l'expose sur la place du village. Et là, la tête foule, de la bête. Hein, la tête de la bête, voilà. non, mais bon. Et la foule qui se fend. Le forgeron qui apparaît au milieu de cette foule comme le leader et combattre les préjugés du village comme les préjugés de celui qui forge les armes du village. Il y a un côté très très esthétique, enfin, c'est très beau en fait comme scène. Ouais, mais ça aurait été en libre, il y a peut-être plusieurs personnes qui auraient pris la parole, ça aurait peut-être été plus épique, peut-être on n'aurait pas... et puis surtout ce compromis auquel on arrive, je le trouve artificiel, le moment où Vivien dit bon bah t'as perdu beaucoup de points donc il va falloir faire un compromis. Je crains un peu moi ce côté artificiel, ce côté forcé par les règles. Parce que simulationniste. Mais voilà, c'est ça, parce que t'es une joueuse qui kiffe à fond les jeux. Non mais tout de suite on attaque au physique. Je suis comme toi. Une attaque à dominem. Ouais, c'est ça. Non mais on est comme toi, Maxime et moi, on est pareil que toi là-dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'avantage de ces jeux-là, et ça je le dis et je le maintiens, c'est que pour des joueurs timides qui n'ont pas l'habitude de développer, c'est très très bien. Ça aide en fait. Ça aide vraiment. Et que voilà, inversement, parfois des jeux plus sim, ne cadrant pas les discussions, peuvent aussi mener à des sets qui font pchit. Regarde Sens, des fois, il y a des scènes de discussion, comme il n'y a pas de système pour le résoudre, tu te retrouves à juste discuter. Et c'est juste une scène qui n'a pas d'enjeu. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des scènes juste sans enjeu, juste on discute. Alors c'est cool, on passe un bon moment, mais à la fin, tu fais bon, bah, il n'y avait pas d'enjeu. Et des fois, c'est un peu gênant. Enfin. L'avantage aussi de ces jeux, ce que dit Maxime là est très vrai, l'avantage aussi de ces jeux, c'est qu'ils mettent des problématiques au centre de chaque discussion. Et donc du coup, là où par exemple Sens ne le fait pas, on est à l'auberge, on discute de notre journée à la base militaire, voilà, à moins que les joueurs se trouvent une problématique à discuter pendant la scène. Une petite chose qu'on n'a pas précisé, c'est avant la joute verbale, là, l'enjeu, voilà, on décide quel est l'enjeu ce que chacun veut remporter. Et si on gagne, qu'est-ce qui se passe? Si on perd, voilà, quelles seront les conséquences? On le précise dès le début. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'acceptation des joueurs. Quoi. À l'époque, ça devait être quelque chose de pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas choisi les conséquences. C'est ça qui était marrant, c'est qu'on a juste dit si je gagne, il se passe ça. Si tu gagnes, il se passe ça. Les conséquences, on les voyait en fonction de. Attention à ton micro. Mais pourtant, je suis proche. Ouais, mais enfin, t'es proche, mais... C'est juste que j'ai la tête qui bouge. Oui. Bon, allez, vous allez pas nous faire un... Enfin voilà, en tout cas, et effectivement, un des principes, c'est les joueurs acceptent, une fois qu'ils se sont engagés dans le duel, ils peuvent refuser le duel, dire non, je ne discute pas, je me casse, et s'ils l'acceptent, ils acceptent les conséquences. Voilà, je pense qu'on a bien débriefé Burning Wheel. Est-ce qu'il y a un dernier élément? Les points de destin, c'est pas terrible. Ouais, je suis d'accord. Je les avais modifiés quand j'avais fait une campagne, je les avais boostés. Je sais pas si l'Ukraine, quand on l'écoute, le problème c'est qu'il arrête pas de répéter. Si vous touchez un élément du système, tout s'écroule parce que c'est méga playtesté. Il a fait jouer qu'à ce jeu, etc. Enfin, il a pas fait jouer qu'à ce jeu, mais je veux dire, il le travaille. Et du coup, c'est intimidant. Et en même temps, il y a des fois où tu dis mais c'est pas possible qu'il l'ait pas vu quoi. Enfin, je comprends pas que ajouter un dé, mais ça le fait triper lui ajouter un dé. T'as une chance sur deux. Ajouter un succès. Et en même temps, je me dis que ça ajoute. En même temps, en y réfléchissant, ajouter ce dé où tu dis putain, il me manque un succès. Je vais y arriver. Et tu jettes ce dé alors que si t'as un succès, ouais bon allez, je claque ce dé. Ouais voilà, réussi. Je sais pas. Mais ça pourrait être un peu plus quand même. Nous, en fait, le souci, c'est qu'on ne connaissait pas l'utilisation du point de destin et voilà. Ouais, c'était juste ça. Parce que en fait, Shadow l'a utilisé pour l'histoire plutôt dans la partie pour avoir plus un dé. Ouais. Voilà. Du coup, sans savoir qu'en fait c'était un point de destin. Enfin, sans savoir que c'était ça. En fait. Et face à la mort, il en avait plus du coup et il est mort. Alors qu'il serait vivant sinon.
Oui, bon, ça aurait été une campagne, je lui aurais dit quand même. Je lui en aurais donné un, parce que là, ça aurait été ma faute. Dis-toi, tu nous aurais enlevé des arguments si t'étais resté vivant. Et ils auraient peut-être perdu le duel de... Eh oui. Alors que là, t'as la gloire posthume. Juste... Vous me ferez un petit monument. N'empêche que t'étais au centre de la scène finale, pour le coup. Pas ton corps. Cadavre, physiquement. Vivien, est-ce que quand même, avant de conclure ce podcast, tu avais un cri d'amour peut-être à pousser à Burning Wheel, ou tu estimes... Est-ce que tu as quand même un dernier point peut-être que tu voudrais aborder, quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans cette partie Honnêtement, cette partie me convient tout à fait. D'accord. On a bien débriefé avec les avantages et les défauts du jeu et les sensibilités. Donc tu es globalement d'accord avec le jeu? Je suis globalement d'accord avec... voilà, j'ai exprimé. Je suis très content d'avoir pu tester ce jeu parce qu'on n'en parle pas souvent, alors que c'est un jeu, je pense, très important, au moins historiquement. Bah là déjà, moi, le truc de la compétence, là, je te dis, pour moi, c'est génial. Et puis dans mon histoire personnelle, c'est un jeu qui m'a apporté énormément à ce niveau, vraiment dans des petites règles finalement, et qui compte beaucoup. Donc voilà, je suis très content. Ça, c'est toujours cool à dire, je trouve. Voilà. Ouais, très bien. Et ben merci Vivien d'être venu nous présenter ce jeu. Merci merci Emmanuel, merci Shadow, merci Maxime. You touch à my bientôt. Oh. Bye.